Salut Julien. Salut David. Bon bah écoute, on a fait un petit peu connaissance pendant cette petite demi-heure avant de démarrer le podcast, mais néanmoins j'aime bien démarrer par un petit tour d'inclusion. L'idée c'est que tu me racontes avec quelle énergie tu viens aujourd'hui ou quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine, ou à l'inverse si tu as quelque chose d'un petit peu négatif que tu aimerais déposer pour ne pas être parasité, c'est le moment. Alors l'énergie, hein, l'énergie là, c'est la fin de l'abondance comme ils ont tous dit là. Donc on est en pull chez soi là. L'énergie. Non, je plaisante, mais l'énergie, bah c'est l'énergie d'une rentrée là. On est en train de tourner début septembre et c'est une énergie un peu fatigante parce que ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de travail, c'est cool. J'ai aussi deux petits enfants, dont un qui a 1 an et 2 mois. Donc les nuits sont pas toujours reposantes. Donc bon, c'est l'énergie d'un papa, tu vois. L'énergie d'un papa, ça varie selon les jours. Donc bon là ça va, j'ai à peu près dormi cette nuit, mais bon, un petit peu fatigué quand même, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ben voilà, déjà si je perds les mots, c'est que ça commence mal. Non, c'est à peu près tout ce que je peux dire là pour commencer. Ok, eh ben écoute, moi aussi je te fais mon petit check-in et j'ai aussi la chance d'être papa d'un petit animal radioactif qui a 21 ou 22 mois qui est tombé malade et malgré mon exposition aux douches froides, elle a eu raison du mammouth intrépide que je suis et donc je suis un petit peu enrhumé, ce qui explique que ma voix grésille légèrement et puis que j'ai cette espèce de truc un peu bizarre dans le nez. C'est un Tu as dilatateur déjà, nasal que tu as j'utilise déjà normalement interviewé, pendant la nuit pour éviter que mon nez se congestionne. J'ai pas de problème de ronflement, etc. Mais j'ai remarqué que j'avais une respiration nasale du coup plus profonde la nuit et du coup un meilleur sommeil. Donc normalement j'utilise la nuit, mais là j'ai décidé de le mettre pour éviter que mon nez se bouche pendant notre conversation, ce qui aurait été particulièrement dommageable pour les oreilles de nos auditeurs. et t'as déjà fait un podcast sur la méthode Wim Hof alors, c'est ça? Ouais, j'en ai enregistré un avec Ice Mind. Je sais pas si tu D'accord. connais. Non, non, euh, qui a été le non. premier à me mettre dans un bain glacé. Et puis, figure-toi que j'enregistre lundi avec Patrick Daubard, qui est le fils de Maurice Daubard, lequel a un institut, je sais pas très bien comment le qualifier, mais un institut dans le Vétan en Italie où il fait du yoga tumo. Donc pendant une semaine, tu t'exposes au froid, tu fais des assises dehors par -10 avant le lever du soleil à poil. Tu prends des bains dans des lacs d'eau gelée, tu fais des randonnées en raquette, toujours en maillot de bain. Donc c'est assez sympa. Donc effectivement, c'est un outil que j'ai bien exploré, le froid, et qui par ailleurs me plaît particulièrement. J'ai une affinité personnelle, indépendamment des potentiels bienfaits physiologiques qui pourraient se cacher derrière. Mais visiblement, c'est ton cas aussi, puisque je te vois en pull et tu m'as confié ne pas avoir de chauffage. Non, j'ai le chauffage, je rigole, c'est que là, je suis dans une pièce là où c'est pas chauffé. Mais non, non, ça va. Non, mais c'est que quand t'as raconté ton histoire de nez, là, ça m'a fait penser à la phrase de Wim Hof. Il y a une petite phrase où il dit si tu ne vas pas au froid, le froid viendra à toi. Et donc sous-entendu, selon lui, effectivement, si tu t'exposes au froid, tu es moins malade. Bon, ce qui est possible, je Mais pense, mais je pense qu'il y a une part de vrai parce que je suis quand même très rarement malade et puis je combats assez bien la maladie, tu vois, lorsque je le suis. Mais à mon avis, je soupçonne les bébés d'être capables d'être des vrais aimants à tout un tas de virus, de pathogènes, etc. qui peuvent passer par là et avoir une capacité de transmission accrue comparée à des personnes adultes. Donc voilà. Et d'ailleurs, peut-être, enfin, vas-y. je sais pas. Ouais, ouais, peut-être, je sais pas. Non, par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, le froid, l'exposition au froid va stimuler l'immunité ou avoir d'autres effets. Sur le principe de base, hein, qui est que quand on soumet son corps à un stress oxydatif léger, le corps se renforce, alors que si le stress oxydatif est trop élevé, le corps s'affaiblit, quoi. Donc en Hmm. gros, typiquement, bon, on pourra en parler de ça en nutrition. Il y a plein de d'applications de ça, mais c'est valable aussi effectivement avec tout un tas de comportements dans la vie quotidienne. Donc, par exemple, faire un petit peu de sport, ça provoque une adaptation qui est positive, mais faire beaucoup trop de sport, ou ben, beaucoup de sport, abusivement du sport, ça provoque une adaptation qui est négative avec un affaiblissement de l'immunité, un amaigrissement, de moins bonne défense immunitaire, etc.
Donc Ouais, t'as raison, hein, j'avais vu des études qui montraient que les gens qui faisaient des Ironman ou ce genre de choses, parfois étaient immunodéprimés pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. J'avais trouvé ça assez incroyable. Et après, par rapport à ce que tu dis sur le froid, je pense que il m'a manqué justement ce petit stress hormétique parce que j'habite dans le sud de la France et on a eu un été extrêmement chaud. Et donc j'essayais justement de profiter du plaisir de la douche froide, mais l'eau froide de ma douche était plutôt à 25 degrés qu'à 12, donc l'effet était relativement mesuré. Peut-être un petit ouais, peu trop faible pour apporter des adaptations quelconques. ouais. Et puis Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain? tu parles de ton podcast ou tu parles potentiel humain de façon générale? Non, au potentiel humain de façon générale. Parce que Parce ça fait quand que même plusieurs années que tu t'intéresses à la nutrition, que tu écris des livres, que tu tiens ton blog. Enfin, il y a quand même une volonté sous-jacente d'essayer de te permettre peut-être déjà toi d'être en bonne santé et de permettre à d'autres de performer dans leur sport ou dans leur vie. bon, c'est juste qu'en fait pour moi la nutrition c'est un seul des angles de ma vision de la vie et de la santé. C'est vrai que c'est le truc dont je parle le plus parce que c'est le truc sur lequel je suis le plus expert. Mais après, à côté, t'as vu, j'ai écrit des livres aussi sur le sport, donc je connais plutôt très très bien le domaine sportif, même si je suis pas un athlète. J'ai quand même fait beaucoup de sport en étant jeune. Aujourd'hui, un peu moins aussi à cause de la vie professionnelle et les enfants, etc., qui font que c'est pas forcément simple. Mais voilà. Et donc pour moi, c'est un peu un tout. Et là où ça se rejoint, c'est en rapport avec la compréhension du fonctionnement du corps humain. Et je considère que ça fait partie des bases d'éducation fondamentales qui malheureusement sont pas enseignées à l'école et pour lesquelles il est absolument indispensable de d'apprendre par soi-même et donc de découvrir en fait le fonctionnement de son corps. Je veux dire, par exemple, si je compare, si tu veux, avec des gens de mon entourage ou enfin plus ou moins proches, quoi. Si j'ai une douleur quelque part, par exemple, moi je peux dire instantanément si c'est une tendinite, si c'est une douleur musculaire, si c'est, je peux dire ce que c'est en fait. Les gens non. La plupart ils disent bah non j'ai mal, mais je sais pas ce que j'ai en fait parce qu'ils connaissent pas leur corps. Ils l'ont jamais éprouvé non plus dans une situation physique. Si t'as jamais fait du sport qui mobilise vraiment tes articulations, tes tendons et tes muscles, tu fais pas la différence entre tout ça. En fait, t'as mal quelque part, t'as mal quelque part. Ça, y a pas de compréhension. En fait, la nutrition, c'est exactement pareil. Si tu comprends pas quel effet font les aliments quand tu les mets dans ton corps, bah en fait, tu vas jamais rien comprendre à ce qui se passe dans ton corps parce que tout est lié. Le fonctionnement de la digestion, le fonctionnement du système immunitaire, etc. Ça a un rapport avec ce que tu manges, avec la façon dont tu vis, etc., etc. Donc, si ton but c'est de vivre en bonne santé, bah t'as intérêt de bien comprendre tout ça. Si ton but c'est d'aider les autres autour de toi par rapport à ça, bah t'as intérêt de comprendre encore mieux. Et pareil, enfin voilà, moi je considère que c'est un peu c'est une base de la vie en fait. Notre corps, c'est quand même la chose principale qui nous est donnée quand on arrive ici et avec lequel on va vivre toute la vie. Donc si on n'est pas capable de comprendre comment il fonctionne et qu'est-ce qui se passe quand on lui donne un médicament ou un aliment ou un complément alimentaire ou autre, bah, je vois pas comment on peut s'aider soi-même en fait. Mais ouais, non, clairement, c'est le seul investissement qui nous suivra jusqu'à la tombe et qu'on gardera toute notre vie quoi qu'il arrive. Et c'est vrai tout ce que tu dis par rapport à la conscience corporelle. Tu vois, moi je te le disais avant de démarrer le podcast, mais je viens d'une vie qui était complètement différente où je faisais pas beaucoup de sport. Et depuis que je m'y suis mis, et également avec le travail de mobilité, etc., j'ai développé une conscience accrue de chaque partie de mon corps. Et j'ai l'impression aussi que, outre le fait de détecter une douleur, ça me permet d'avoir une expérience de vie qui est beaucoup plus intense parce que je me sens plus libre dans mon véhicule. J'ai l'impression tu vois, d'exalter un petit peu. C'est difficile à définir, mais comme si j'avais acquis une dimension supérieure de mon être et que elle s'exprimait au quotidien, tu vois. Donc ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et sur la partie nutrition, puisque c'est ce sur quoi tu dis être le plus expert, justement, c'est très intéressant de se renseigner. Il y a plein de choses à découvrir et c'est un domaine passionnant. D'ailleurs, la physiologie, même de façon un petit peu plus large, l'est. Et moi, depuis que je m'y intéresse, j'hallucine en fait de la complexité de toutes les réactions métaboliques, etc., qui peut se passer pour des choses extrêmement simples. Tu vois, le simple fait de bouger un doigt, quand tu vois tout ce que ça implique en termes de cascade physiologique, etc. Mais c'est stupéfiant, vraiment, c'est stupéfiant.
et comprendre tout ça, découvrir tout ça, tout en sachant en plus que peut-être que je connais même pas 1% de la réalité et de ce qui se passe vraiment. C'est aussi prendre conscience de toute la beauté et de toute l'ingénierie de la vie, quoi. Et ça, c'est un côté magique. C'est un côté magique. Ah ouais. Et puis super important aussi, quoi. Parce que on apprend beaucoup de choses à nos enfants à l'école, mais on leur apprend pas certaines choses fondamentales, je trouve, dont celle-ci, quoi. Ben justement, tu vas peut-être pouvoir nous aider à en apprendre un petit peu plus, parce que si tu t'intéresses à la nutrition, parce que j'ai l'impression quand même que c'est un sujet qui est beaucoup plus à la mode. Donc il y a aussi plein de diètes à la mode, plein de régimes à la mode, plein d'aliments qui sont soi-disant bons ou pas bons. Et donc si tu écoutes un petit peu tout ça, la viande rouge c'est mauvais parce qu'il y a trop de graisse saturée, les poissons c'est mauvais parce qu'il y a des métaux lourds dedans, le lait c'est pas bon parce qu'il y a des hormones, etc. dedans, les légumes et les oléagineux, les lentilles c'est pas bon parce qu'il y a des antinutriments. Les fruits, c'est pas bon parce que c'est trop sucré. Le gluten, c'est pas bon parce que ça explose les intestins et ça accroît la perméabilité intestinale. Enfin, au final, si tu fais un petit peu le tour de tout et que tu écoutes les discours des uns et des autres, t'as presque l'impression que tous les aliments aujourd'hui essaient de nous tuer. Alors là, je te parle même pas du stade, je te parle même pas des aliments ultra transformés, des gras trans, etc. Bon, ça ok, ou du sucre de table, du sucre raffiné. Voilà, bon, ça ok, on sait que c'est mauvais, on le dégage. Mais même quand tu passes aux produits bruts, donc qui sont censés être plus sains, eh ben, tu trouves tout un tas de détracteurs pour chaque produit presque qui existe. Et donc, on arrive à dire, bah, putain, mais on peut rien manger. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Ah bah oui, je peux raconter ce que je dis à mes enfants, mais je pense que déjà c'est un sentiment qu'on peut avoir même en ayant lu des livres que j'ai écrits moi. Clairement, je sais pas, par exemple, si tu as lu le livre sur le gluten et puis le livre qui s'appelle Paléonutrition, après, surtout si t'as pas lu de façon un peu posée, je pense que tu peux effectivement être un peu perdu. Aussi parce que beaucoup de gens ont besoin d'une vision un peu blanche ou noire, c'est-à-dire c'est bon, c'est mauvais, oui, non, alors que c'est souvent quand même beaucoup plus compliqué en fait. Déjà, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'existe pas une alimentation parfaite. Ça dépend vraiment de la personne, des problèmes qu'elle a éventuellement, de sa sensibilité génétique aussi. C'est un peu bateau de le dire comme ça, puisque évidemment, certaines personnes sont malades et d'autres sont pas malades, donc on pourrait considérer que les régimes alimentaires sont différents. Mais chez deux personnes qui sont bien portantes aussi, les choses peuvent changer, parce que, par exemple, il y a des mutations génétiques dans la population qui font que il y a certaines personnes, par exemple, qui métabolisent mal la vitamine B9 ou qui métabolisent mal le bêta-carotène ou des choses comme ça. Et à alimentation égale, du coup, ils vont pas avoir les mêmes effets sur leur santé. Donc l'alimentation de l'un pourrait ne pas être forcément 100% adaptée à l'alimentation de l'autre. Et puis c'est des choses compliquées à savoir puisqu'on fait pas d'analyse d'ADN poussée sur tous ces marqueurs-là chez tout le monde. Donc c'est pas forcément évident de le découvrir. Après, moi, qui va aussi dans cette direction et que j'ai déjà expliqué, c'était que il n'y a pas, à part quelques exceptions, mais globalement dans les aliments naturels, il y a peu ou pas d'aliments qui sont 100% mauvais en fait. Et donc c'est important, surtout dans le monde d'aujourd'hui où il y a un petit peu de polluants un petit peu partout. Là, tu prenais l'exemple du poisson et des métaux lourds, les résidus de plastique, les pesticides dans les fruits et légumes, qu'on retrouve même dans le bio, même si c'est des toutes petites quantités, on en retrouve un tout petit peu. Il y a l'eau aussi qui est polluée, enfin tout est un peu pollué parce que le monde est de plus en plus pollué, donc forcément l'alimentation aussi est de plus en plus polluée. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile à intégrer ou à comprendre. Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'effectivement, on est aujourd'hui, les enjeux climatiques et écologiques sont beaucoup plus abordés cette année que même les années précédentes. Et donc beaucoup de monde perçoit l'importance de parler de tout ça, mais sans vouloir effectivement accepter que plus le temps passe, plus toute notre alimentation devient de mauvaise qualité, polluée et toxique. Et c'est pas non plus c'est pas absolument fou qu'un jour, si on continue comme ça, il existe absolument plus aucun aliment sur Terre qui soit sain. C'est possible, en fait, qu'on se auto-détruise parce que notre alimentation est devenue tellement mauvaise. Et ça passera comme une lettre à la poste, puisque tout ce qu'on fait aujourd'hui et qui génère de la pollution est fait au nom du progrès. Hein.
Ouais. Non, mais c'est clair, hein, ce que tu dis par rapport à la pollution, elle est clairement multifactorielle. Et en fait, si tu t'intéresses un petit peu au truc, tu dis effectivement, t'as des métaux lourds dans les poissons, t'as des antibiotiques dans la viande, t'as des pesticides sur les végétaux, les légumes et les fruits, t'as des particules fines, des rejets, etc. dans l'air, t'as des résidus de médicaments et tout un tas d'autres trucs dans l'eau. T'as les bon bah ça je sais pas si tout le monde y croit ou pas et moi-même j'ai pas forcément d'avis tranché sur la question mais potentiellement t'as aussi des pollutions électromagnétiques, les ondes, la 5G, le Wi-Fi, etc. T'as des pollutions lumineuses avec la lumière bleue qu'on voit à longueur de journée. Enfin au final si tu regardes on passe notre vie on navigue dans une jungle hyper polluée à tout niveau et du coup tu parlais des fameux petits stress hormétiques tout à l'heure. Et ben en fait on en impose quand même tout un tas de façon très très différente et variée à notre corps. Bah, le problème, c'est que la quantité, après, malheureusement, peut devenir trop importante. Et quand elle devient trop importante, bah, c'est là que ça génère des pathologies, quoi, tout simplement. Le corps peut plus générer une adaptation physiologique qui va augmenter ses capacités de défense, et donc il va s'affaiblir. Donc, bah, typiquement, hein, pour moi, enfin, aujourd'hui, on a des études, même françaises, hein, récentes, hein, assez solides, hein, qui montrent que les gens qui mangent bio, même un peu de bio, ont moins de cancer que ceux qui mangent pas bio, parce que les pesticides, en fait, dès qu'on est dans le cadre de l'agriculture conventionnelle, bah là, les quantités qui sont présentes, elles dépassent complètement les capacités d'adaptation de l'organisme. Et donc, on ne peut retirer aucun bienfait des quantités de pesticides qui sont présentes dans les aliments conventionnels. Ceux, par contre, les quantités qui sont présentes dans les aliments bio, en tout cas aujourd'hui, d'après les études, quand on regarde un petit peu de façon en métaposition, on voit toujours un bienfait pour la santé de manger des fruits et légumes bio. Donc ça veut dire que les déchets de pesticides, les micro-quantités de pesticides qu'on retrouve dans ces aliments-là, n'ont pas atteint le seuil toxique, heureusement. Hmm. Et j'ai vu une étude qui faisait un petit peu le même constat par rapport au fait d'habiter en ville ou à la campagne, où il s'apercevait que les poumons des personnes qui habitaient en ville avaient tendance à être encrassés un petit peu comme des fumeurs, alors même qu'ils avaient potentiellement jamais fumé, alors que ceux qui étaient plutôt en campagne restaient sains. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles toi tu as décidé justement de quitter Paris et de rejoindre la nature et d'aller habiter en campagne? Euh, pas initialement, et en plus, faut savoir que dans le raisonnement que tu fais, il faut voir, il faut définir en fait de quoi on parle quand on parle de campagne. Parce que moi, j'habite dans la grande ruralité ici. Ça veut dire la grande ruralité, ça veut dire que pour aller dans un magasin pour faire des courses, il faut faire 30 minutes de voiture. Ok. Aller plus le retour. Aujourd'hui, il y a des gens qui voient la banlieue parisienne comme étant la campagne. Donc Ouais, oui, bon. on n'est pas sur le même niveau, quoi. Et quand on est dans la grande ruralité, il y a certes moins de pollution au niveau atmosphérique par les particules fines des voitures, par exemple, mais en contrepartie, moi j'habitais à Paris avant. À Paris, il y a quand même un truc qui est intéressant, ou dans les grandes villes, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses à pied, voire tout à pied, et en transport en commun. Et généralement, on marche beaucoup. On fait beaucoup de pas dans la journée. Et moi, à la campagne, je fais moins de pas que je n'en faisais quand j'habitais à Paris, par exemple. Donc, paradoxalement, la grande ruralité peut amener aussi à plus de sédentarité. Aujourd'hui, les paysans, par exemple, les agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs, même s'ils ont des très très grandes surfaces à cultiver ou autres, ils travaillent avec des machines. Et il y en a beaucoup qui sont obèses et qui sont pas en bonne santé et qui ont du mal à marcher, mais ça les empêche pas de travailler parce qu'ils font tout avec des machines. Et donc pourtant ils sont au grand air et potentiellement on pourrait associer ça à une bonne santé, mais en fait non, c'est pas forcément aussi simple, quoi. Donc pour répondre, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, vas-y. Je dis ça parce que David m'a confié qu'il avait tendance à beaucoup rebondir. Euh, pour revenir à ta question initiale, moi si je suis venu à la base à la campagne, c'est principalement parce que j'ai toujours trouvé important la valeur nature. Pour moi, c'est une valeur importante, nature et simplicité en fait. Et donc la simplicité pour moi, c'est effectivement être plus proche physiquement de la nature et plus proche des valeurs que je considère comme étant
simple. Donc la nutrition, ça fait partie des valeurs à la fois complexes mais simples aussi, complexes dans leur compréhension, leur technicité, simples parce qu'on mange tous les jours, on a besoin de manger. Et donc par exemple être à la campagne et pouvoir faire son potager, je trouve que c'est une liberté incroyable et quelque chose de super. Donc c'est une des choses qui m'a motivé. Après il y a aussi je suis tombé un peu amoureux de la région dans laquelle je suis, à savoir la Nièvre, qui est particulièrement sauvage et belle, en plus d'être pas trop peuplée, donc vraiment dépaysante, on va dire. Principalement c'est ça. Et après il y a aussi tout un tas de choses que j'ai découvert en vivant ici, comme moi quand on a acheté ici notre première maison, c'était une toute petite maison vide. Il y avait rien du tout. Il y avait pas d'eau, il y avait pas d'électricité, c'était juste des murs en fait. Voilà. Donc il a fallu qu'on fasse tous les travaux. Donc j'ai appris à faire les travaux, j'ai appris à couper du bois, à faire de l'électricité, de la plomberie, enfin tout en fait. Et du coup ça m'a beaucoup enrichi. Et donc ça c'est une expérience que j'aurais pas pu faire si j'étais resté habité en ville. Mais c'est une expérience que je trouve en fait très importante et très utile pour mes valeurs à moi, quoi, qui sont assez simples. Justement, tu parles de sédentarité et à t'écouter entre le bois que tu dois couper, la maison que tu dois réparer et le potager auquel tu apportes bon soin pour avoir des fruits et légumes élevés en permaculture sans utilisation de pesticides et d'engrais néfastes. A priori, tu arrives à avancer vers une vie pas dire idéale, mais en tout cas qui semble bien meilleure, parce que tu combats à la fois la sédentarité tout en permettant d'être en contact avec la nature, ce qui est on montre de plus en plus vital pour l'homme, ne serait-ce qu'à plein niveau, tu vois, l'exposition à la lumière du soleil qui régule l'horloge biologique, qui stimule les mitochondries, etc. Mais même vis-à-vis de l'humeur, il y a des études qui montrent par exemple que le simple fait de regarder par la fenêtre le paysage et les arbres qu'il y a dehors pendant que tu passes ta journée au bureau, participe à améliorer ton humeur et ta productivité. Enfin, on est quand même des animaux, tu vois, on vient de là. Donc t'as l'air quand même d'avoir une vie qui est plus proche de ton ADN et de ce qu'on est censé vivre. Bah oui, alors après, moi personnellement, de mon expérience, cette vie, ce mouvement dont tu parles, qui peut être fait à la campagne avec effectivement couper son bois, faire son potager, faire des choses comme ça, c'est pas des mouvements qui sont toujours très complets, c'est pas des mouvements qui sont toujours très équilibrés, et en fait, tu maintiens pas pour moi, hein, en tout cas de mon expérience, tu maintiens pas une condition physique en faisant ce genre de choses. Pour moi, c'est irremplaçable d'avoir des vrais moments où tu fais du sport, du réel sport. Tu peux pas, enfin voilà, je veux dire, tu sais, porter c'est trop des visions qu'on a dans les films, quoi. On voit Rocky qui porte du bois et qui coupe avec sa hache, et on symbolise le fait qu'en faisant ça, il est devenu musclé, plus fort, plus résistant, mais enfin, c'est totalement faux, quoi. La seule chose qui se passe au bout de 2 heures de hache, c'est que t'as mal au dos et que et que t'as travaillé qu'un seul côté du corps. Enfin, c'est pas. Moi, j'adore ça. Faire de la hache, c'est sympa. Hein. Franchement, je trouve ça défoulant, quoi. Très défoulant, donc c'est cool. Mais par contre, c'est pas très intéressant comme exercice. Hein. Le potager, c'est pareil. Hein. On est beaucoup penché en avant. On peut vite se faire mal au dos. Donc c'est bien parce qu'on est dans le mouvement. Mais par contre, on n'est pas dans quelque chose de 100% équilibré. Et t'as plein de gens qui font leur potager et qui sont pas forcément en très bonne santé et qui sont pas musclés. Pareil pour ceux qui coupent leur bois. Enfin, en plus, la hache, c'est bien gentil, mais la hache, c'est surtout pour fendre des bûches. Aujourd'hui, plus personne va couper des arbres avec une hache en forêt. Mais en fait, c'est super cool à faire. Hein. Moi, je l'ai déjà fait. C'est très gratifiant et tout ça. Mais par contre, enfin, si tu veux, c'est une autre vie. C'est-à-dire que c'était une vie où tu travaillais pas, où tu faisais que ça. Tu coupes un arbre, t'en as pour des plombes, hein, et c'est épuisant. Et t'en as pour des plombs, et puis en plus quand il est tombé, faut encore le débiter. Ah non, mais exactement. C'est un travail de forçat, quoi. Donc, d'ailleurs. Une semaine après, ouais, j'ai ramené 3 bûches. Non, mais c'est ça. Mais même d'ailleurs, même avant la tronçonneuse, on faisait pas ça que à la hache, on faisait ça aussi à la scie, avec 2 personnes, des très longues lames de scie où il y a une personne d'un côté, une personne de l'autre, et où on scie comme ça pour aller plus vite, quoi, parce que sinon. Donc aujourd'hui, on est dans une société où on a essayé de rendre plus simple, même parfois à l'absurde, des tâches un peu qu'on pouvait trouver fastidieuses.
Et donc c'est vrai que c'est sûr qu'on se rend pas forcément compte de l'effort que c'est d'avoir du chauffage dans sa maison quand c'est du gaz de ville qui arrive automatiquement dans les radiateurs et qu'on tourne le bouton et hop, on a chaud. C'est sûr que quand on coupe son bois, on comprend beaucoup plus ce que ça veut dire quand on met le bois dans la chaudière, l'effort que ça représente pour avoir accès à cette énergie en fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai un ami, un paysan juste à côté de chez moi, avec qui que je vois de temps en temps, avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps, et qui me racontait que avec les distances que je viens de te donner, c'est-à-dire qu'on est à 30 minutes de voiture d'un magasin d'alimentation correct, il a vécu 1 an et demi sans jamais utiliser un véhicule. C'est-à-dire, il faisait tous ses déplacements à pied, avec un petit vélo ou alors à cheval. Il a fait ça il y a une trentaine d'années. Il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Hein. Et du coup, en parlant, il me disait qu'effectivement, en fait, quand on fait ce genre de choses, on mesure qu'est-ce que c'est que prendre sa voiture, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'énergie, en termes de construction. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens tout ça, en fait. On commande un téléphone sur Internet, on l'a en 1 minute. On va chez le concessionnaire, on achète une voiture et en fait, on se rend pas compte de tout le travail, de tout ce qui est nécessaire pour extraire 2 bouts de fer, 2 bouts d'aluminium, pour les souder, pour ceci, pour cela. Et on est complètement déconnecté, quoi. Ouais, complètement. Je trouve ça très intéressant parce que à la fois, je trouve que c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Parce que comme tu le dis, tu vois, l'invention de la tronçonneuse, par exemple, elle est quand même merveilleuse. Et si tu devais aller couper à la hache chacun de tes arbres, les débiter, etc., pour avoir ton bois pour l'hiver, bah, tu devrais faire que ça, limite. Donc, c'est pas tenable dans notre société. Et pour autant, avoir conscience de l'effort que ça demande, tu vois, il y a aussi une question de biais de contraste. On alloue de la valeur aux choses que par contraste par rapport à une autre. Et quand tout est facile, quand on a la conscience de rien et la valeur de rien, eh ben quelque part, tu vois, on perd un petit peu tout ce bonheur qu'on peut avoir, par exemple, après une longue journée de marche, et que tu arrives dans ton refuge de montagne et que tu vas avoir une simple soupe, tu vois, simplement parce que tu as marché toute la journée, et le simple bonheur ensuite d'aller te coucher dans ton lit et juste de pouvoir te coucher et de dormir, tu vois. Et je trouve que ces moments un petit peu difficiles et, te permettent d'avoir du contraste et justement de retrouver du luxe dans des choses qui pourraient sembler banales. Et je te parlais un peu plus tôt, par exemple, de mon expérience de yoga Tumo en Italie. Et ben, quand tu fais une méditation, une assise dehors par -10, alors que le soleil est pas encore levé pendant 50 minutes, ben, je peux te dire que les 5 dernières minutes, quand les rayons du soleil commencent à poindre derrière la montagne et à réchauffer ton corps, mais t'apprécies plus que jamais la magnificence du soleil, quoi. Et je regarde plus jamais le soleil pareil depuis que j'ai vécu ça, quoi. Donc c'est quand même des expériences qui sont profondément transformatrices et qui permettent aussi de jouir d'une certaine manière d'une expérience de vie qui est un peu plus intense. Et ce que tu partageais par rapport au mode de transport, je trouvais hyper intéressant aussi parce que on est vraiment dans une quête du progrès à essayer d'aller toujours plus vite, etc., toujours plus loin, toujours moins cher. Et d'un côté, c'est génial quand tu vois ce qu'on est capable de faire, mais d'un autre côté, on tombe un peu dans l'excès inverse, tu vois. Par exemple, si je veux aller en Haute-Savoie ou à Biarritz, il n'y a pas de TGV, je dois prendre un TER et du coup, ça va mettre 5 heures ou 6 heures de train. Et je vais râler parce que le TGV, il aurait mis 2 heures s'il y en avait eu un. Alors que c'est déjà une chance fantastique de se dire que on va pouvoir faire 600, 700, 800 kilomètres sans avoir besoin de fournir aucune énergie, en étant tranquillement le cul posé dans un TER, en plus avec le paysage, etc., que tu peux regarder et apprécier. Et je trouve que, tu vois, ce genre d'expérience de la difficulté te permettent aussi de prendre conscience de la chance qu'on a. C'est un peu le stoïcisme aussi, de la chance qu'on a d'avoir tout ce qu'on a. Tu parlais de la voiture aussi. Ouais. Moi, je pense, un autre exemple de ce que tu as dit, c'est par exemple la voiture électrique. Tu as beaucoup de gens qui refusent d'acheter une voiture électrique. Je parle pas de la question écolo, hein, sur laquelle on peut débattre, mais je parle de véhicule électrique. Il y en a qui veulent pas acheter ça parce que ils trouvent que l'autonomie du véhicule elle est pas assez grande et puis il faut attendre trop longtemps pour la recharger quand on est arrêté. Donc il y a cette notion que il faut qu'on aille vers plus de progrès et c'est indispensable qu'on aille vers un progrès toujours croissant, c'est-à-dire la voiture, c'est bien si elle va toujours plus vite, elle est toujours plus puissante, elle est toujours plus efficace en fait. Donc moi personnellement, j'ai la conviction intime que c'est pour ça que les enjeux
actuels, qu'ils soient politiques, écologiques ou autres, et notamment du réchauffement, alors qu'on y croit ou pas, hein, peu importe, ça va absolument pas du tout s'arranger en fait, parce qu'il y a absolument personne ou presque qui est capable d'arrêter le progrès et de revenir en arrière. L'être humain, il est pas fait pour ça en fait. L'être humain, depuis toujours, il a appris des choses, il a travaillé même tout seul dans son coin. S'il était tout seul dans la forêt, il avait une hache, mais il a voulu la rendre plus efficace, plus légère, moins fatigante, etc. Et donc c'est un truc qui va jamais s'arrêter, c'est infini. Donc, étant donné que la technologie est intrinsèquement liée à la consommation d'énergie, on n'arrivera jamais à arriver vers la sobriété dont nous parlent les ministres qui, eux, n'ont jamais connu une baisse de chauffage. Ça arrivera jamais. Et donc, on n'ira que vers, en tout cas, plus de catastrophes. À un moment donné, ça va s'arranger parce que, de fait, il va y avoir probablement différents effondrements, je pense, sociétal, nutritionnel, enfin, j'en sais rien, la biodiversité, voilà, qui vont obliger les êtres humains à remettre en question des trucs, mais ceux qui vont survivre, qui seront moins nombreux, ils continueront d'aller vers plus de technologies, ça j'en suis absolument persuadé. Et ça continuera jusqu'à ce que, tant que ça pourra, ça continuera, jusqu'à ce qu'éventuellement un jour trop de technologies détruisent complètement l'humanité, quoi. Par exemple, je sais pas moi, enfin l'exemple de la bombe atomique, c'est un petit peu ça. Évidemment, ça s'est jamais produit une guerre atomique, mais c'est l'exemple typique, c'est que on a créé la bombe atomique de toute façon. Il y avait a priori pas trop le choix puisqu'il y avait Hitler était pas loin de la mettre au point quand les Américains l'ont mise au point, donc c'était soit eux, soit les Américains. Bon, peut-être que c'était mieux que ce soit quand même les Américains. Et du coup, ça a quand même mis fin à un conflit. Mais du coup, maintenant, presque tout le monde a l'arme nucléaire et donc le jour où on commence à s'en servir, ça va partir en cacahuète. Et c'est une arme qui a été inventée grâce à la technologie, grâce au travail de l'être humain, et on peut pas stopper ça, quoi. Enfin, on peut pas désapprendre ce qu'on a appris, c'est impossible. Ben, en même temps, si tu regardes un peu tout ça sous l'angle des neurosciences et de ce qui met l'homme en action, c'est des états de frustration. On est perpétuellement en frustration et c'est la recherche de la dose, donc de la dopamine, de l'ocytocine, des endorphines, de la sérotonine qui nous pousse vers l'action. Et si tu rajoutes à ça les factures d'habituation, etc., en fait, on est fait pour ne pas accepter notre condition et vouloir toujours progresser. L'homme est fait pour le progrès et c'est aussi ça c'est un facteur central de sa survie. Parce qu'un état de plénitude et d'équilibre parfait, c'est un état inerte. C'était un facteur de sa survie. Mais aujourd'hui, la technologie dans les pays occidentaux, elle a largement dépassé le besoin de la survie, en fait. C'est ça l'histoire, c'est que c'est la nature, hein, mais on avait besoin de la technologie au début pour survivre, pour se reproduire plus, avoir moins froid, plus de nourriture, etc. Mais on a largement dépassé le stade de nourriture et chauffage, en fait. Là, on est en train d'envoyer des trucs sur la Lune et sur Mars. Oui, mais ça vient toujours de cet appétit insatiable et cette envie d'aller toujours plus loin. Regarde, même si tu fais parce que ça s'applique pas qu'à la technologie. Tu regardes le sport, par exemple, tu vas réussir à une perf un jour. Ton objectif après, ça sera de la dépasser. Le fait de te dire, je vais essayer de la maintenir toute ma vie, c'est pas un objectif qui est stimulant. On est drivé, le facteur dopaminergique, il est drivé par le fait, par le progrès, par le fait d'aller toujours plus loin, etc. Après, là où je pourrais moduler le discours, c'est que potentiellement, tu pourrais utiliser cette force pour d'autres choses que pour développer de nouvelles technologies. Tu vois, ça pourrait être une énergie qui est axée, je sais pas, sur la recherche de soi, sur le développement personnel, sur le partage avec autrui, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, il est indéniable qu'il y a cette force qui te pousse vers l'avant et qui te demande envie de faire toujours évoluer ta condition vers le haut. Qui sait que ça intéresse aussi? Va poser la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu préfères entre une nouvelle Audi et puis un stage de yoga dans les Alpes? Ah, ça dépend. Je pense que je peux avoir parmi les auditeurs de Limitless un petit groupe d'irréductibles potentiellement intéressés par le fait de passer une semaine en nature à bouger. Non, mais je suis d'accord, hein. Mais je pense qu'en tout cas, c'est pas la majorité des gens, quoi, malheureusement. Non, bien sûr. Et après, c'est sûr que oui, il faut. Enfin, il y a aussi un phénomène sociétal, il y a un phénomène d'éducation qui est important. Par exemple, je faisais une réflexion l'autre jour avec ma femme.
j'ai installé dans l'entreprise là des bornes de chargement pour les véhicules électriques. Ok? Donc c'est des bornes pour brancher sa voiture, quoi. Ok? Jusque là, rien de compliqué. Sauf que les bornes, elles ont toutes une lumière dessus. D'accord? Et cette lumière, elle est allumée en permanence. Et elle ne sert à rien. Et quand tu branches ton véhicule, la lumière, elle clignote. Mais c'est quoi l'intérêt, en fait? Parce que dans la voiture, tu sais que ça charge, hein, c'est écrit, la voiture, elle charge. Donc c'est vraiment l'exemple typique d'un truc qui illustre le monde dans lequel on est, c'est-à-dire que la technologie, elle vient même s'insérer dans des trucs qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire qui ne servent aucun but. Ça ne sert ni l'utilisateur, ni l'économie, ni le bien-être, ni quoi que ce soit, mais il y a une lumière, quoi. Et En fait, c'est un nudge, c'est pour faire de la pédagogie et donner aux autres envie d'avoir une voiture électrique pour eux aussi brancher leur voiture sur ce truc qui clignote. ah bah peut-être. Mais à mon avis, c'est pas comme ça que ça a été conçu. Je pense pas qu'ils ont réfléchi à ce point-là. Non, mais en fait, enfin, beaucoup de choses sont comme ça, quoi. Après, moi, je sais pas si tu suis beaucoup des gens qui sont spécialisés sur le climat, comme Jean-Marc Jancovici. Yes. Si, j'ai écouté un excellent épisode avec Génération Do It Yourself où il avait été reçu et j'essaie BD à un monde sans fin. Ok, bah il explique quand même des trucs assez intéressants, hein. Alors, si vous nous écoutez, chers auditeurs, allez voir Jean-Marc Jancovici, abonnez-vous à ses pages, regardez ses vidéos. C'est vraiment quelqu'un de super intéressant. Et donc, ce qu'il explique, c'est que en fait, à partir du moment où on travaille à plus de technologie, où on réfléchit à plus de technologie, en fait, aujourd'hui, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'on crée quelque chose qui soit en réalité plus écologique, parce que toute invention est basée sur en fait plus de consommation, y compris de consommation d'énergie ou de matériaux plus anciens. Donc, il prend l'exemple par exemple du train. Le train, ça fonctionne avec de l'électricité, donc c'est bas carbone, super. Sauf que pour construire les rails des trains, les quantités de bois qu'il faut chaque année et de métal pour rénover aussi les rails, c'est tellement énorme, c'est un truc de fou, quoi. Non mais parce qu'il donnait les chiffres, c'est absolument fou. Et donc en fait, on a l'impression qu'on n'utilise pas de pétrole ou quoi, mais en fait indirectement on utilise beaucoup de pétrole parce qu'on utilise du pétrole pour faire fonctionner les tronçonneuses, les tracteurs qui vont couper du bois, qui vont transporter le bois, les hauts fourneaux qui vont extraire le fer, tout ça, ça fonctionne avec des chaudières à gaz ou des chaudières, voilà. Et donc en fait, la consommation d'énergie de tout ça, elle est énorme et elle est multiple, c'est-à-dire que on n'a jamais inventé une énergie qui permettait de se passer de toutes les autres. Le pétrole a jamais permis de se passer complètement du charbon. À la preuve, on rallume des comment ça s'appelle là, des chaudières à charbon dans plein d'endroits, et les consommations de charbon, c'est énorme dans tous les pays, quoi. Donc pour tout un tas de raisons plus ou moins discutables. Alors peut-être qu'il y a des problèmes de volonté ou quoi, mais enfin moi je suis pas devin, hein, j'ai pas non plus la science infuse sur ces sujets-là, mais c'est vrai que juste factuellement, si on regarde comment les choses sont passées, ça s'est pas fait correctement. Alors peut-être qu'on peut changer, c'est possible, mais moi personnellement je suis pas hyper optimiste, hein. Je suis désolé. Non, mais je suis pas forcément non plus. Et puis d'ailleurs, c'est pas tant le sujet du podcast, mais par contre, enfin si, je trouve que c'est quand même très très intéressant comme sujet. Et d'ailleurs, j'ai reçu il y a pas très longtemps Bernard Henslem, qui est un neuroscientifique et qui parlait des différents facteurs d'épanouissement de l'homme. Et donc en gros, t'as les plaisirs hédonistes. Tu vois, notamment la consommation, le fait d'acheter des choses, etc., ou de manger une sucrerie, qui en général ont des impacts assez immédiats sur le bien-être, mais de très très courte durée. Et à l'inverse, tout ce qui avait un effet plus long et plus durable sur l'homéostasie de ton bonheur, on va dire, c'était le sens transcendantal. Donc quel sens je donne à ma vie, dans mes actions, dans la valeur, dans mes valeurs et dans l'expression de mes valeurs. Dans l'aide à autrui, donc le sens altruiste, pardon. Donc l'aide à autrui, qu'est-ce que je peux apporter à la société, comment est-ce que je peux contribuer à un monde meilleur. Et puis le sens, je sais plus comment il l'appelait, mais de base, de la base de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire répondre à ses besoins physiologiques, faire du sport, être en nature, partager du temps avec des gens que tu aimes, etc. Et en gros, ça, c'était les trois facettes du camembert qui menait le plus durablement vers le bonheur. Et pour autant, si tu regardes,
on s'est tous massivement jetés plutôt sur le sens hédoniste, sur les plaisirs hédonistes, parce qu'ils sont beaucoup plus facilement accessibles. Il suffit de scroller sur TikTok pour avoir des shoots de dopamine. Ça demande zéro effort et t'as à chaque fois ton petit shoot, un peu comme la souris dans sa cage qui est perfusée à la dopamine. Tu sais, je sais pas si t'as vu cette expérience. Elle est perfusée à la dopamine à chaque fois qu'elle appuie sur la pédale. Elle a de la dopamine en intra cérébral. Je sais pas trop comment dire, mais bref. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle passe son temps sur la pédale, elle en oublie de manger et de boire, elle finit par mourir de faim et de soif parce que elle a passé son temps à essayer de sécréter de la dopamine. Bah au final, c'est un peu la même chose avec TikTok, etc. Et donc au final, on se détourne de. Et d'ailleurs, je vais faire une relation avec Sapiens de Yahari qui racontait que la révolution agricole, c'est la plus grosse arnaque de l'histoire de l'humanité parce qu'on a échangé une qualité de vie exemplaire contre une qualité de vie dégradée. Donc en fait, on s'est auto-piégé. Le problème, c'est que quand on s'en est aperçu, bah, il était trop tard parce que ça faisait 3-4 générations qu'on avait changé de mode de vie et on n'était plus capable de revenir en arrière à un mode de vie nomade. Et pourquoi c'était une arnaque? Parce que en restant bloqué sur place, les gens, il y avait déjà beaucoup plus de maladies parce qu'il n'y avait pas de système d'évacuation, d'eau, d'hygiène, etc. Donc beaucoup plus de maladies, beaucoup plus de morts, etc. Et par ailleurs, les gens, pour cultiver, ils passaient leur temps pliés en deux dans les champs, etc. Donc il commençait à y avoir des douleurs de dos, d'autant plus qu'ils faisaient beaucoup moins de mouvements et de mouvements diversifiés qu'à l'époque où ils étaient nomades. Enfin bref, à tout niveau, ils te montrent à quel point les gens ont échangé une qualité de vie qui était visiblement parfaite contre une qualité de vie déplorable, mais qui leur permettait de se multiplier, ce qui est un des objectifs, on va dire, de toute espèce animale. Donc à cet égard, on pourrait dire qu'on a réussi. Mais je reviens à mes affaires, et donc on a peut-être tendance, tu vois, à se laisser un peu piéger par notre monde moderne et à, dans une quête de bonheur, se jeter sur des poupées de chiffon plutôt que d'aller chercher justement des choses qui auraient un impact durable sur notre bonheur et en même temps seraient peut-être plus respectueux de notre environnement. Bah ouais, mais ça commence tout petit en fait. Par exemple, les enfants, ils ont tendance à aller facilement vers le plaisir hédoniste. Hein, par exemple, ça peut être la nourriture, je sais pas, les cadeaux de Noël ou quoi. Et les parents ont tendance à aussi aller facilement vers cette facilité de d'offrir quelque chose pour calmer l'enfant ou je sais pas quoi, et qui du coup en fait apprend pas non plus à l'enfant à prendre conscience de la chance qu'il a, parce que par essence, tous les enfants qui sont ou presque dans des pays comme les nôtres, ils ont déjà beaucoup de chance par rapport à d'autres enfants en ce qui concerne leurs conditions de vie, alimentation, logement, etc. Et évidemment, ils en ont pas conscience, puis c'est des enfants. Et donc c'est compliqué, mais il y a un problème du coup aussi d'éducation. Parfois, le problème vient des parents, mais je pense moi aussi à une responsabilité assez importante de l'école, qui pour moi joue pas suffisamment son rôle. Alors pas pour les tout petits, mais bon après, on manque un peu de ce que j'ai cru comprendre, il y a de moins en moins de philosophie à l'école ou d'éducation civique ou de trucs comme ça, parce qu'on considère que ça sert à rien. Moi, je pense qu'au contraire, on aurait besoin d'en mettre beaucoup plus. Plutôt que de faire des maths à des niveaux super avancés, je veux dire, la majorité d'entre nous, on n'utilise jamais les dérivés dans la vie quotidienne. On nous a bassinés avec ça pour avoir le bac. Je dis pas que c'est pas inutile, hein. Moi-même, je m'en suis servi après, j'ai fait d'autres études, mais c'est pas utile pour tout le monde, quoi. Et y a pas d'éducation sur ces trucs de base. Bah, c'est ce qu'on disait au début du podcast, sur ton corps, sur ce que tu mets dans ton corps, comment il fonctionne. Et aussi, oui, comment faire pour vivre bien dans la nature, qu'est-ce qu'il faut cultiver chez soi, dans son être intérieur, quoi, pour être heureux sans être tout le temps à chercher obligatoirement, à acheter le dernier truc qui sert à rien, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un problème, mais bon. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir changer tout ça aujourd'hui. Bah peut-être que tu pourrais y contribuer justement. Ça serait quoi les 4-5 préceptes fondamentaux qui te sembleraient indispensables de transmettre à la jeune génération et puis même aux adultes qui peuvent nous écouter pour justement une vie plus intense? Bah moi je pense que ce qui est fondamental, c'est de s'occuper des gens autour de soi. C'est-à-dire de bien s'occuper de ses enfants, de sa famille, de ses amis, de les aider s'ils ont une galère ou voilà quand on peut quoi, mais de sur tous les niveaux, hein, et
de créer ce lien autour de soi. Pourquoi c'est important? Parce qu'en vérité, en fait, si tout le monde fait ça, bah ça veut dire que comme tout le monde a un lien social avec quelqu'un, même si on n'a pas de famille, des gens qu'on peut voir régulièrement, etc. Et quand on crée ce lien social et qu'il y a cette entraide et cette éducation et le partage d'informations, bah voilà. Enfin moi, on me pose souvent des questions de santé, des questions de nutrition, etc. Et je réponds, et ça me fait plaisir. Donc j'apprends des choses et en retour on m'apprend des choses. Voilà, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi ici sur la permaculture, sur les travaux, les machins. Donc tous ces gens-là m'ont appris. J'ai pas appris tout seul, quoi. On m'a transmis. Et donc j'ai reçu et j'essaye de donner aussi à mon tour. Et ça, je pense que c'est fondamental parce que je pense que c'est ce qui peut faire changer le monde. En tout cas, changer au moins plus efficacement quelque chose. J'ai toujours considéré que fallait d'abord s'occuper de tout ce qui est autour de soi plutôt que d'aller penser que à donner je sais pas, par exemple des gens qui envoient des dons à des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais je dis juste que d'abord il faut commencer par s'occuper en fait des gens autour de toi. Je trouve que c'est beaucoup plus important pour moi que chacun ait cette vision un peu resserrée autour de soi, parce qu'en fait si on décide d'avoir tous cette action là, en fait bah ça veut dire que c'est la planète entière qui prend soin d'elle finalement, quoi. J'aime beaucoup ce message parce que t'entends parfois des gens dire, et je déteste ça, que ça sert à rien de faire quelque chose parce que moi à ma petite échelle j'aurais pas d'impact, etc. Et que ça doit venir d'un changement plus global, et donc les gens préfèrent être résignés plutôt que d'influencer leur microcosme, alors que justement on a tous un pouvoir, une responsabilité et la capacité de rendre le monde meilleur autour de nous et notre monde direct, et d'ailleurs de voir un impact direct parce que quelque part il y a un feedback qui est presque immédiat. Et ouais, je laisse tout de suite reprendre. Et tu vois, même un truc tout bête, quand tu vas faire tes courses, ça te demande pas beaucoup plus d'efforts que d'être sympathique avec la caissière, de lui faire un sourire, etc. Et peut-être que elle, par ce petit geste, bah simplement sera plus heureuse. Le soir, en rentrant chez elle, sera plus aimante avec ses enfants plutôt que de leur crier dessus parce qu'elle a passé une journée de merde. Et donc ses enfants s'épanouiront mieux et auront comme qualité principale la bienveillance. Bah tu vois, il y a tout un effet comme ça, boule de neige, un peu l'effet papillon. Et je pense qu'on a tous une responsabilité et un pouvoir qui dépasse qui dépasse la taille et les retombées supposées de l'acte. Alors évidemment je suis d'accord, mais en fait on a parlé là en fait ce qu'on vient d'exposer c'est une théorie finalement. C'est une théorie, ouais. Une théorie de la pensée ou de la façon de faire. Maintenant si on passe à la pratique, en pratique soyons honnêtes, est-ce que ça peut changer le monde? Est-ce que vraiment tout le monde peut adopter ce mode de fonctionnement demain? Objectivement, non. Donc, ça ne changera pas le monde. Mais, en vérité, il y a deux aspects dans ce truc-là. C'est-à-dire, il y a l'aspect le monde, dans son intégralité, mais aussi l'aspect moi. Et beaucoup de choses qu'on fait, tu l'as peut-être appris avec tous les podcasts, tous les interviews que tu as fait sur la neuroscience. In fine, en fait, reviennent à nous satisfaire nous-mêmes. Et on utilise aussi certaines justifications pour notre conscience. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, je sais pas, il y en a qui vont dire, ah oui, c'est super important d'acheter une voiture électrique pour l'écologie. Alors ils vont acheter une voiture électrique, mais après ils vont partir en vacances en avion. Et ils vont me dire, ah ouais, mais quand même, je suis un pionnier de la voiture électrique, ça fait 10 ans que je roule en voiture électrique, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Question de point de vue. Question de point de vue, et aussi après c'est une problématique de référentiel, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on ne connaît pas exactement l'impact mesuré en impact carbone, impact écologique. Il n'y a pas de base de données aujourd'hui super précise, avec des chiffres très détaillés qui te donnent, ça se trouve hein, pour l'avion, mais bon c'est pas simple pour toutes les actions quotidiennes, donc c'est difficile de pouvoir comparer, grader tout. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en réalité, moi je pense qu'une motivation principale à avoir ce comportement, c'est le fait de pouvoir être plus heureux dans sa propre vie, et de créer autour de soi une sorte de petite société en fait, qui est la société de sa famille, la société de son cercle, qui est une société qui s'attache à des valeurs, qui donne un vrai sens à la vie. Mmh. Et ok, ça va peut-être pas se transmettre à toute la terre entière ou à toute la France, mais en fait on s'en fiche aussi un petit peu, parce que ce qui est aussi important, c'est pour nous-mêmes. Et c'est égoïste,
Mais in fine, on parle de notre vie à nous, quoi, et on peut pas changer tout le monde, même si on met des pancartes et des spots à la télé, et non, ça va pas fonctionner, quoi. Mais effectivement, peut-être que avec les siècles ou les millénaires, peut-être que ça va changer. Mais enfin, j'ai pas l'impression qu'on soit aujourd'hui plus dans cette vision-là, malgré tous les prophètes, les hommes de philosophie ou autres qui ont existé à travers les siècles. Est-ce qu'on est plus sage aujourd'hui qu'on l'était par le passé? J'ai des doutes. Quoi. Mais par contre, que la société, elle nous impose ses propres dictates, elle nous impose les lois, elle nous impose le masque, elle nous impose différentes choses dans différentes circonstances, auxquelles parfois on est malheureusement obligé de se plier, même si on trouve ça complètement con. Mais on peut quand même se créer son propre cocon qui est sécurisant, qui est plus humain, qui est plus voilà, qui est tourné vers quelque chose de plus grand et qui rend plus heureux profondément, justement, qui est moins basé sur ce que tu disais, sur des plaisirs hédonistes. Et voilà. Mais finalement, si tu regardes, c'est aussi ce que font les religions, par exemple avec l'Église. Ils essayent de créer l'Église ou les mosquées ou peu importe, enfin peu importe quel endroit de culte, qui essayent de créer aussi une communauté. C'est encore plus développé aux États-Unis, par exemple, des communautés protestantes où les gens sont hyper soudés, il y a une véritable entraide et ça crée quelque chose, ça crée une vraie marche vers quelque chose. Et ça peut, pour le coup, vraiment créer une marche aussi de gens qui sont plus heureux, je pense, que d'autres, quoi. Ouais, non, mais complètement. Et d'autant plus, tu vois, j'ai l'impression que les communautés, cette idée de clans, de plusieurs personnes, de tribus qui sont soudées, qui s'entraident les uns les autres, etc., donne déjà un sentiment de confiance qui est vachement important et vachement utile parce que tu te stresses beaucoup moins pour un tas de choses parce que tu sais que t'es pas tout seul à devoir faire face au revers de la vie. Et nous, dans nos pays occidentaux, on a une vision beaucoup plus beaucoup plus nucléaire, beaucoup plus familiale du clan justement, de l'entraide et du coup forcément ouais, beaucoup plus refermée sur elle-même. Et donc j'aime bien ta vision, tu vois, du microcosme. Et d'ailleurs un autre petit exemple, tu vois, même si elle prend une forme différente, mais avec Limites Project, mais entre les invités que j'ai reçus et puis les auditeurs qui m'écrivent, etc. Eh ben je me suis créé un nouveau cercle entre guillemets de relations, d'échanges, de discussions qui me rend plus heureux parce que c'est des gens avec qui je partage des valeurs, avec qui j'ai plaisir à échanger et que je me suis entre guillemets choisi, tu vois. Je me les suis choisis parce que on vibre autour d'une volonté commune, etc. Même si on est tous différents dans nos choix, dans nos endroits de vie, dans nos façons de vivre, etc. On est tous mus par une volonté commune d'essayer de trouver une réponse ou en tout cas, je sais pas si la réponse est un bon mot, mais en tout cas d'exprimer au mieux nos qualités, notre ADN d'animal humain, tu vois. Et moi, j'ai bien vu l'impact dans ma vie et dans mon bonheur que toutes ces interactions, tous ces échanges avaient sur moi, quoi. Tout à fait. Mais non, franchement j'aime beaucoup cette vision. Bon, j'avais pas du tout prévu qu'on parle de tout ça, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur le sujet écologique et pour raccrocher à la nutrition, est-ce qu'il y a des choix conscients que tu fais au quotidien qui n'impactent pas négativement ta santé, qui en même temps te donnent la sensation d'être mieux aligné avec le respect de ton environnement? Alors, au niveau de l'alimentation, c'est ça, quel choix Ouais. j'ai fait au niveau alimentaire, en gros, qui sont plus écologiques? Ouais, enfin, oui, qui soit à la fois écologique, sans pour autant remettre en cause sa santé. Parce que tu vois, enfin, bon, je vais le dire autrement. Bon, il y a, par exemple, tu pourrais dire, ouais, je vais devenir vegan parce que l'élevage industriel, etc., ça nécessite des consommations hallucinantes d'eau, de maïs, de soja, etc., pour les nourrir. Enfin bref, c'est une catastrophe écologique. Du coup, tu dis, ouais, je mange plus de viande, je mange plus de poisson, etc. Mais bon, après, tu peux te demander, est-ce que le fait d'être vegan est réellement une voie saine pour une santé optimale? Bah, la réponse, elle est peut-être non. Donc, en fait, moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais comme mix entre ce que tu penses être un idéal pour ta santé et ce que tu penses être un idéal d'un point de vue écologique, de telle sorte à naviguer entre les deux et à être dans une santé relativement optimale tout en soignant tes valeurs profondes. Alors, au niveau alimentaire, moi, ce que je fais, c'est que ici,
moi je mange bio, mais je mange bio beaucoup local aussi. Donc je parlais du fameux fermier là qui s'était passé le véhicule pendant 1 an et demi. Je lui achète des œufs notamment, parfois des produits animaux. Voilà. Après, j'achète mes fruits et légumes chez une petite coopérative enfin un magasin bio quoi, mais c'est pas c'est une petite boîte indépendante qui travaille beaucoup avec des gens de la région, du coin. Donc beaucoup de choses tournées vers le local. Au niveau de l'alimentation, en rapport avec l'écologie, c'est principalement ça. Après, le deuxième truc que je fais moi personnellement, là c'est très différent, c'est que j'utilise des compléments alimentaires qui sont issus de ma marque, qui est basée autour de l'écologie, au niveau du choix des ingrédients, au niveau des emballages, etc. Donc ça pour moi c'est important. Bon après évidemment on va me dire oui mais le mieux c'était de pas prendre de compléments alimentaires. Oui, c'est un autre débat, on peut en parler aujourd'hui, je sais pas si c'est le thème du rendez-vous. Non, mais vas-y, n'hésite pas. Non, mais juste que moi je considère qu'on peut pas être en pleine santé sans prendre de compléments alimentaires en fait aujourd'hui. Pour pas mal de raisons. Alors l'exemple le plus simple que je donne c'est la vitamine D, puisque la vitamine D donc on en a besoin tous les jours comme toutes les vitamines. Et la vitamine D c'est une vitamine qui est très peu présente dans l'alimentation, qu'on synthétise principalement dans la peau quand on s'expose au soleil. Donc l'alimentation n'a pas trop de rapport avec le statut en vitamine D, c'est plus l'exposition au soleil. Et l'exposition au soleil, il faut pouvoir s'exposer d'abord à la bonne période, puisqu'on fabrique pas de la vitamine D dans la peau toute l'année. C'est uniquement quand les rayons UV ont une certaine intensité. Et cette intensité en France, elle se retrouve quand les rayons UV ont une intensité qui a lieu entre à peu près avril et octobre. C'est 290 et 313 nanomètres, quelque chose comme ça, pour les UVB. Et donc on peut naturellement synthétiser de la vitamine D en étant beaucoup dehors entre avril et octobre. Par contre, le reste de l'année, c'est impossible. Même si on est dehors tout le temps, torse nu, par -10, on fabrique pas de vitamine D. Et donc, tout le monde manque de vitamine D en hiver. Donc après, il y a deux choix. Soit on dit oui, c'est la nature, donc c'est normal. Soit on dit non, c'est pas normal parce que biologiquement, historiquement, on n'habitait pas dans des régions qui sont autant au nord, on était plus au sud. Et quand on était plus au sud, on synthétisait de la vitamine D aussi en hiver. Donc on avait des taux de vitamine D qui étaient plus ou moins constants dans le corps. Et donc si on a choisi de vivre plus au nord de l'équateur, donc par exemple en France, pour moi il faut prendre un complément alimentaire de vitamine D. Et puis on a beaucoup d'études qui montrent tout un tas de bienfaits, mais que tu connais peut-être, et peut-être que nos auditeurs connaissent, parce que là on n'est pas en train de parler d'un truc. Maintenant, la vitamine D, moi, ça fait 15 ans que j'en parle. J'ai l'impression de me répéter. C'est la vitamine D, la vitamine D. C'est pareil, quand je suis pas le premier à avoir parlé de la vitamine D en France, mais enfin, on était avec Thierry Soucard sur la nutrition, parmi les premiers à vraiment parler de l'importance de cette vitamine, des problématiques des doses et tout ça. Donc, qui me suit un tout petit peu, connaît bien le sujet. Dont les bienfaits ont d'ailleurs été largement mise en avant pour l'immunité et notamment dans la lutte contre ce fameux petit Covid dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Ça dépend pour qui, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui ont dit non, les études sur la vitamine D elles sont pas fiables. Alors c'est pas bon. Il faut se vacciner. Ouais. C'est la seule chose qui marche. Bon, quoi qu'il en soit, je voulais quand même te poser deux petites questions sur la vitamine D. A priori, c'est une vitamine liposoluble, donc on peut entre guillemets la stocker. Est-ce que les stocks qu'on peut faire pendant l'année pourraient pas suffire à passer l'hiver? C'est des questions naïves, hein, mais. Et la seconde, c'est il y en a par exemple beaucoup dans les foies de morue, en plus des oméga 3 qui sont un autre composé essentiel et souvent déséquilibré par rapport aux oméga 6 dans notre alimentation. Donc est-ce que en mangeant peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine des foies de morue, on pourrait pas avoir nos stocks de vitamine D? Alors, d'abord, attends, ta première question, c'était quoi? C'était sur le fait que ce soit une vitamine liposoluble. Ah oui, oui, tout à fait, vitamine liposoluble, mais demi-vie à peu près 3 semaines. Donc, okay. Un peu en court. 3 semaines, on a déjà perdu la moitié. Et du coup, entre octobre et avril, ça fait pas 6 mois. Ça fait un peu long. que non, quoi. Ça, c'est pas suffisant. Ensuite, du coup, ça explique aussi pourquoi les ampoules de vitamine D, les grosses ampoules de type UV-dose qui sont prescrites par le médecin, ça sert à rien.
puisque c'est des grosses doses qu'on donne tous les 3 mois ou autre. Et donc du coup, en fait, au bout de 1 mois déjà, il y a plus grand chose dans le sang de ce qui a été donné. Donc ça sert à rien. Surtout si au départ on était un peu en carence, en plus le corps va l'utiliser un peu plus vite. Donc ça sert à rien du tout. Et ensuite le foie de morue, oui, le foie de morue contient un peu de vitamine D effectivement, mais en fait il en contient pas tant que ça. Donc ça va être bien pour prévenir la carence, c'est-à-dire les maladies liées à un déficit grave. Donc typiquement c'est chez les enfants, le rachitisme, ou des problèmes de croissance osseuse, des choses comme ça. Donc là oui c'est efficace le foie de morue. Par contre s'il s'agit de optimiser le fonctionnement du système immunitaire en hiver, s'il s'agit de diminuer ses risques de cancer, de certaines pathologies à long terme, par exemple de maladies auto-immunes, ou encore plus si on a déjà une maladie auto-immune, le foie de morue suffira absolument jamais parce que les quantités de vitamine D sont trop faibles. Et si on veut en prendre suffisamment pour avoir des grosses quantités de vitamine D, on va se retrouver en surdose de vitamine A. Et la vitamine A est une vitamine qui est très toxique, qui peut vraiment être dangereuse, plus que la vitamine D. Donc, c'est pas le bon plan. Bon, merci pour ces petites précisions. Est-ce qu'il y a d'autres suppléments ou même pas forcément des suppléments, tu vois, ça pourrait être des aliments qui te semblent que tu as découvert au fur et à mesure de tes recherches et qui te sembleraient déficients dans nos alimentations modernes et pour autant primordiaux pour nous permettre de mieux vivre et mieux vieillir? Ça, tu veux que je parle de la glycine? Non, pas forcément. Alors la glycine, effectivement, on en a parlé. Ça faisait partie des articles que j'avais beaucoup aimé sur ton blog parce que tu étais le premier à parler de ce sujet-là. Et suite à quoi, je me suis mis à faire des bouillons d'os. Donc effectivement, tu peux commencer par la glycine, mais il peut y en avoir d'autres. J'étais le premier, je me rappelle, en 1674 sur mon blog et c'était vraiment bien. Non. Ouais, la glycine, c'est un bon exemple, mais en même temps un peu technique. Alors moi, je voulais expliquer, c'est que personnellement, je prends des compléments alimentaires, je prends pas que de la vitamine D, parce que je crois que je suis un peu comme toi. Moi, je recherche quand même le fonctionnement optimal du corps humain, si possible. Et on peut critiquer ou pas, mais j'ai une approche un petit peu anti-vieillissement, quoi. On va pas dire anti-âge au sens les États-Unis, quoi, bourré d'hormones. Mais par contre, je suis plutôt favorable à certains compléments alimentaires, voire supplémentation hormonale en fonction de l'âge. Le but étant pour moi de réussir à conserver ses capacités pour profiter de la vie, en fait. Donc, effectivement, dans une approche 100% naturaliste, c'est peut-être complètement stupide. Mais par exemple, je sais pas, les femmes qui arrivent à la ménopause, très souvent, elles ont des problèmes de sommeil parce que les hormones sexuelles chutent, donc c'est naturel. Mais elles ont aussi d'autres hormones qui chutent. Par exemple, la mélatonine, elle a tendance à chuter. Et donc, ça fonctionne plutôt bien de donner de la mélatonine aux femmes ménopausées pour retrouver un meilleur sommeil, avoir moins de symptômes de la ménopause, etc. Donc, il y a deux visions, hein. Il y a la vision qui consiste à dire, non, c'est normal d'avoir des bouffées de chaleur, de pas être bien, d'être en dépression après la ménopause. Donc, faut laisser comme ça. Ou alors, il faut faire quelque chose. Bon, moi, je considère plus qu'il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que j'ai une approche naturelle, mais en fait, je considère pas que la nature fait toujours les choses au mieux. Et donc, je considère que parfois, il faut accompagner les choses pour que ça ait plus de sens pour nous en tant qu'être humain. Et je considère que tant qu'on peut bouger, il y a tellement de choses à faire en fait dans la vie. Et puis c'est tellement en fait, je sais pas, c'est le simple fait de marcher, de pouvoir se balader dans la forêt, par exemple, qu'on parlait tout à l'heure. C'est un vrai plaisir en fait. C'est un truc super important parce qu'on n'y pense pas forcément. On est plutôt jeune, mais bon, t'as des personnes âgées qui peuvent plus sortir de chez elles ou d'autres personnes qui sont malades et qui sont obligées de rester toute la journée dans le canapé. Ok, c'est bien de regarder la télé 5 minutes, quoi, mais au bout d'un moment, c'est vraiment de la souffrance, quoi. Bon, heureusement, il y a Netflix, il y a les jeux vidéo, machin, donc on peut trouver aussi du bonheur autrement. Mais bon, je considère que c'est pas le truc principal pour lequel on est fait, quoi. Donc voilà, bon, enfin, c'est ma philosophie à moi, en tout cas. Moi, je considère que c'est bien d'aider le corps, et si possible, pas par des substances qui peuvent perturber le fonctionnement normal du corps. Ça veut dire que une substance naturelle aussi peut avoir de la toxicité. Donc pour moi, il faut savoir aussi utiliser correctement les substances naturelles.
Ça veut dire que je suis pas forcément 100% fermé aux médicaments, mais que ça dépend vraiment des circonstances. Et puis je suis personnellement pas non plus fermé à l'utilisation des hormones, voire même plutôt favorable, mais ça dépend vraiment beaucoup des circonstances, de ce qu'on recherche à faire ou autre. Et toujours, moi, ma démarche, c'est s'il y a une supplémentation hormonale, c'est par exemple une supplémentation physiologique, c'est-à-dire qui va permettre de restaurer des niveaux d'hormones à des niveaux optimales. Voilà. Bon, personnellement, j'en prends déjà. Mais je vais pas rentrer trop dans le détail, mais Bah si, vas-y. non, je veux pas. Mais Ok. en plus, c'est pas légal en France, alors. Mais bon voilà, moi je trouve que ça c'est assez important. Donc ça rejoint un peu ma philosophie globale sur la nutrition, les compléments alimentaires. Donc ensuite les compléments alimentaires c'est hyper vaste parce qu'il y a tellement de molécules. Et aujourd'hui il y a des molécules toutes simples, je sais pas, des vitamines, des minéraux, qui déjà rien que par la qualité de leur forme vont faire qu'on va avoir pas mal de bienfaits. Et puis après il y a des plantes, il y a des phytonutriments qui ont des vertus documentées pour la santé. Par exemple, il y a l'ail qui est très intéressante pour le système immunitaire, pour la fonction intestinale, pour la tension artérielle. Il y a les myrtilles qui sont super intéressantes aussi en complément alimentaire. Une boisson toute bête aussi que je recommande à tout le monde de boire, c'est le café. Alors peut-être que tes maîtres yogis ont déconseillé le café. Je sais qu'il y a une tradition au niveau de certains mouvements spirituels à déconseiller le café, mais en tout cas scientifiquement parlant et nutritionnellement, c'est une boisson qui est super intéressante, tout comme le thé d'ailleurs. Et donc voilà, alors après, sauf si tu as une remarque, après j'enchaîne sur la glycine. Non, vas-y, enchaîne. Enchaîne. Non, moi j'ai rien contre le café. Je bois à la fois du thé et du café. D'ailleurs, j'achète mon Ok. café en grains et j'ai un petit moulin, donc tu vois, je suis presque comme toi avec ta hache et tes bûches. Mais ça prend moins de temps. En bout de 2-3 minutes, Ouais, moi je coupe mes mon grains. café. Et j'ai un Ario V60. Ça ressemble à une espèce de tasse avec un trou en dessous et donc avec une bouilloire à eau avec un bec en cygne. Un bec de cygne. Je fais des jolis ronds comme ça et donc comme ça j'ai tout un rituel et tout un art pour faire mon café et en réalité ça prend pas beaucoup plus de temps mais tu sens déjà toutes les bonnes effluves du café avant même de l'avoir bu et j'ai beaucoup de plaisir à le faire comme ça et je le trouve bien évidemment bien meilleur. Peut-être qu'il y a un petit peu de placebo aussi là-dedans mais en tout cas ça me plaît et j'alterne avec soit café soit du thé matcha que j'aime bien aussi au fouet. En fait, je pense que j'aime bien l'acte de préparer ma boisson, en plus du fait de la déguster. Mais voilà, donc c'était pour la parenthèse sur le café. Et donc non, aucun maître yogique ne l'a pour l'instant décrié. Mais tu peux enchaîner sur la glycine. Pour finir sur le café avant la glycine, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on n'a pas expliqué pourquoi c'était si bien le café, mais sur le plan nutritionnel, je parle. Donc rapidement, je fais une phrase comme ça, c'est simple à comprendre. On a les études qui montrent que dans l'alimentation occidentale, le café, ne serait-ce qu'une tasse, ça représente 50% du potentiel antioxydant de l'alimentation totale sur la journée. Donc c'est tellement riche en polyphénol, voilà que du coup, s'en priver, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est énorme. Ouais, J'aurais pas dit c'est autant, tu vois. ouais, si. Et Bon attends, après, juste quand même une petite question par rapport à ça. Ça représente 50% parce que les niveaux d'antioxydants consommés par le français moyen est tellement ridiculement faible que le café en oui, représente autant. bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est évidemment lié au fait que l'alimentation classique moyenne, elle est pas top, mais quand même, c'est quand même Bien sûr. intéressant quoi. Oui, Alors bah la bien glycine, sûr. qu'est-ce que c'est que la glycine? Donc la glycine, c'est un acide aminé qu'on retrouve dans les protéines, donc dans les aliments, dans tous les aliments d'ailleurs, il y a de la glycine, mais il y en a plus dans les produits animaux que dans les produits végétaux. Euh, alors, avant de parler de la glycine, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Il faut comprendre aussi, dans la philosophie qui est la mienne, on parlait de respect du fonctionnement du corps humain, etc. C'est que moi, pendant longtemps, j'ai beaucoup étudié donc l'évolution biochimique, on va dire, du corps humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce que le corps a besoin de vitamines, par exemple? Qu'est-ce que c'est qu'une vitamine? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vitamines? Ça aurait pu être autrement.
Et d'ailleurs, il y a des vitamines qui, chez nous, sont des vitamines, alors que les mêmes substances chez d'autres animaux ne sont pas des vitamines. Donc ça, c'est toute une histoire liée à l'évolution. Et ça m'a intéressé assez rapidement d'essayer de comprendre pourquoi historiquement il y avait eu ces changements, qu'est-ce qui faisait que certains aliments sont bons, sont mauvais, pourquoi est-ce qu'il y en a qu'on supporte mieux que d'autres, etc. Et comment l'alimentation a évolué, puisque l'exemple de la vitamine D tout à l'heure il était assez parlant. C'est qu'on a parlé en fait que la raison pour laquelle on a besoin de vitamine D, c'est aussi lié à un changement de milieu de vie. C'est-à-dire, on était au départ beaucoup plus près de l'équateur, on s'est éloigné de l'équateur, et ce faisant, on a créé des carences, tout simplement. Et dans les pays nordiques, ils sont bien au courant de ça. Hein. La vitamine D, chez eux, c'est un truc assez banal qu'ils prennent depuis toujours. Effectivement, dans du foie de poisson aussi, pour limiter les grosses carences, mais c'est quelque chose qu'ils ont très rapidement identifié comme étant un problème. Mais en France, c'est vrai que c'est moins connu, on va dire. Et donc dans cet ordre-là, on peut dire que c'est pas la seule chose qui a changé, le fait de vivre aujourd'hui plus loin de l'équateur. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc des choses qui ont changé dans le milieu et des choses aussi qui ont changé au niveau des aliments. Donc au niveau des aliments, par exemple, les céréales qu'on cultive aujourd'hui, c'est plus les mêmes que celles qu'on cultivait il y a 10 000 ans. Elles ont été sélectionnées, elles ont muté, elles ont eu des modifications qui ont impacté leur statut nutritionnel. Et c'est pareil aussi pour beaucoup de fruits et légumes. On a même certaines études qui montraient que les pommes modernes contenaient nettement moins de polyphénol, de vitamine C que les pommes plus ancestrales. Bon, c'est des données qui sont pas admises de tout le monde, donc il faut. Et dans le même temps, 4 fois plus de fructose. Alors oui, les fruits modernes sont effectivement plus sucrés par sélection que les fruits anciens. Il y a ça aussi, effectivement. Et puis des choses auxquelles on pense pas forcément, donc qui nous ramènent à la fameuse glycine, c'est le fait que quand on consomme des produits animaux, aujourd'hui on consomme souvent des filets, c'est-à-dire des morceaux de muscles, de viande, et plus les animaux dans leur intégralité. Alors que quand on était il y a 20 000 ans par exemple, c'est pas il y a si longtemps, hein, mais c'était déjà le paléolithique, on chassait les animaux pour les manger, et évidemment on se contentait pas de découper les filets dans le muscle pour manger et jeter le reste. On s'occupait de manger tout et de réutiliser les os pour faire des outils, la peau pour faire des vêtements, etc. À noter d'ailleurs qu'aujourd'hui ça existe toujours, hein, simplement c'est plus les mêmes personnes qui s'en occupent, c'est-à-dire que on récupère les déchets osseux pour en faire de la poudre de calcium, on récupère la peau pour faire du cuir, on récupère les déchets pour faire de l'alimentation pour les animaux. Donc on a un autre système, quoi. On gâche pas de la même façon. Globalement, l'économie s'est beaucoup construite sur ça, la remise en valeur de produits qui n'avaient pas de valeur ajoutée. Mais bon, peu importe, ça change rien sur le fait que sur le plan nutritionnel, en tout cas, on a beaucoup changé notre façon de consommer. Et au départ, on mangeait plus de cervelle, de foie, d'abats, de choses comme ça. Aujourd'hui, ça nous dégoûte un peu, on n'aime pas trop forcément le goût, etc. Et donc, nutritionnellement, on avait des apports qui étaient très différents. On avait des apports, par exemple, en choline, qui étaient beaucoup plus élevés. Donc, la choline, c'est un nutriment qu'on a pendant longtemps pensé être une vitamine et qui est très importante pour le fonctionnement cérébral. Donc, elle intervient. Donc, la choline est intégrée dans les phospholipides pour donner la phosphatidylcholine qui participe à la création des membranes cellulaires et à la transmission de l'influx nerveux, des neurotransmetteurs, etc. Et donc, beaucoup de gens ont des déficits en choline, ce qui impacte le bon fonctionnement cérébral, la mémoire, la concentration, la cognition, et chez les enfants, le développement intellectuel aussi. Et aujourd'hui, dans l'alimentation, il n'y a plus qu'un seul aliment qui est vraiment riche en choline, c'est le jaune d'œuf. Le reste, c'est plutôt pauvre. Et donc, si on mange pas des œufs entiers, c'est sûr qu'on manque de choline, quoi, à tous les coups. D'où l'intérêt de la supplémentation dans ce cadre-là. Et c'est encore évidemment plus important pour les gens qui ont décidé d'être végétariens ou végétaliens. C'est pas possible d'avoir cette alimentation-là et d'être dans une santé optimale sans supplémentation. On peut avoir une bonne santé, on peut pas avoir une santé optimale parce que biologiquement à la base, on n'est pas fait pour être vegan. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas le faire. Hein. C'est encore une fois, on est dans l'adaptation au milieu, l'adaptation aussi à d'autres enjeux. Je veux dire, au départ, la question se posait pas d'être vegan puisque les animaux c'était pas des animaux d'élevage. Et ils n'étaient pas élevés dans des conditions comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, ça semble pas absurde de vouloir
ne pas cautionner ce système et donc adopter un autre mode d'alimentation. Mais donc voilà. Et donc la glycine, le principe de la glycine, c'est que la glycine, c'est une protéine, un acide aminé qu'on retrouve en grande quantité dans les cartilages, dans la peau, les tendons, etc. Et donc quand on mangeait des animaux entiers, on avait des apports en glycine beaucoup plus élevés par le passé qu'aujourd'hui. Et donc, selon certains chercheurs, en tout cas, on a dans les pays modernes une carence fonctionnelle de glycine assez importante et qui a pour impact de ralentir notre propre synthèse de collagène. Donc, ça veut dire que cette carence en glycine, elle entraîne en fait une carence en collagène. Et la carence en collagène, ça veut dire que la peau vieillit plus rapidement, les articulations vieillissent plus rapidement, les vaisseaux sanguins vieillissent plus rapidement. Et donc la santé est pas forcément optimale. Donc ça va être ralenti chez quelqu'un qui fait beaucoup de sport, parce que si on fait beaucoup de sport, en fait, on mange plus en termes caloriques. Si on mange plus en étant en termes caloriques, ça veut dire qu'on a des apports en glycine aussi qui sont plus importants. Et comme le sport n'augmente pas la consommation de glycine par le corps de façon linéaire par rapport à un sédentaire, ça explique aussi pourquoi il y a une meilleure santé de la peau, des articulations, des vaisseaux sanguins aux gens qui font du sport par rapport à ceux qui font pas de sport. Je sais pas si c'est bien clair ce que je raconte. Hein. Si, c'est très très clair. Super. Et donc du coup, je considère la supplémentation en glycine comme étant assez importante, voire fondamentale, pour la prévention du vieillissement et une bonne santé au global, quoi. Voilà. Mais du coup, la choline aussi. Ouais, la colline, moi du coup je me suis fait un petit poulailler, donc j'ai mes poules qui me font mes propres œufs, et en plus il y a un truc vachement vertueux parce qu'elles mangent les limaces qui pourraient attaquer mon potager, donc ça m'arrange aussi. Elles font des déjections qui servent d'engrais pour ce même potager. Et donc je fais, comme je te disais, des bouillons d'os avec mes carcasses de poulet, mais je fais aussi parfois des bouillons de têtes de poisson. Et lorsque j'ai pas envie de faire de bouillon de têtes de poisson, je leur donne mes têtes de poisson et je peux te dire qu'elles se régalent. Donc j'ai pas mal de collines avec les bons œufs qu'elles me font, qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec les œufs du commerce conventionnel, même les bio. Et je consomme aussi, et du coup je me suis mis à manger du foie. Foie de bœuf, foie de veau. Et d'ailleurs, quand j'achète mes poulets, je les achète aussi à des petits producteurs locaux en bio. Et ils me laissent le poulet, mais aussi le cœur, le foie, les gésiers, que du coup j'ai commencé à manger. Alors j'en avais jamais mangé non plus. Et en fait, par exemple, le foie, la première fois que j'ai goûté, bon, faut dire que j'ai plutôt une bonne ouverture culinaire, donc j'étais pas forcément rebuté. Et voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont plus de réserve, plus de distance par rapport au fait de manger des abats. Mais pour autant, j'ai pas trouvé ça excellent, pour être tout à fait honnête. Et pour autant, j'ai continué parce que j'ai pas trouvé ça dégoûtant. J'ai déjà amélioré mes recettes, notamment en mettant potentiellement un peu de farine avant de les snacker à la poêle. Ça change vraiment la façon dont ils cuisent. Et voilà. Et maintenant, franchement, j'adore ça. Tu vois, j'ai un réel plaisir à les manger. Donc, je pense qu'il y a deux phénomènes concomitants qui sont à l'œuvre. Le premier, c'est que d'une part, j'ai clairement amélioré mes talents de cuisinier pour ces abats que j'avais pas l'habitude de préparer et donc qui au début et faisait plutôt office d'expérimentation. Et puis surtout, la seconde chose qui me semble fondamentale, c'est que mon goût et mes papilles se sont habitués. Et comme tu le disais, à force de manger tout le temps du muscle cellophané, etc., on s'est complètement déshabitué à manger des abats ou ce type d'alimentation. Donc je pense qu'on peut aussi. Émilie, tu veux faire coucou? Ouais, mais vous êtes en plein podcast. Hein. Ah ouais, mais comme ça tu fais coucou. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchantée. C'est ta charmante épouse? Oui. En fait, elle venait me voir pour me rappeler qu'à 16h, faut qu'on parte chercher notre petit. Ah, tu m'as pas dit 16h30? Non, je t'ai pas dit 16h30. À 16h30, c'est à l'école, mais j'ai 30 minutes de route. Ah et du coup, j'avais pas capté. Bon bah écoute, je vais arriver rapidement sur mes petites questions de fin. Si et du coup, ouais. 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Mais on pourra. Au revoir, madame. Du coup, pour nos petits auditeurs, je leur précise en fait, David était déçu déjà au début du rendez-vous parce qu'il faut savoir que pour caler nos... ça a été très compliqué. Deux ministres qui essayent de se rencontrer, c'est très compliqué. Et donc, au bout de 46 mois d'échange mail. Et du coup, il me dit ouais. En plus, je fais des longs échanges. Ça dure un moment. Déjà, je me demandais ce qu'on allait pouvoir raconter.
Et je lui dis ouais, de toute façon, faut que je parte pas trop tard. Après, je vais chercher mon fiston. Il était déçu, le pauvre. Donc, on compte sur vos commentaires nombreux pour nous stimuler à faire une partie 2, parce que là, je vais être obligé de faire une partie 2, David. Mais ouais. Écoute, je vois en tout cas que tu es un bon chauffeur de salle et que tu sauras stimuler cet engouement sur les différents réseaux et aider à propulser le podcast en haut des charts. Donc merci pour ce petit call to action et j'espère qu'ils seront nombreux à répondre parce qu'il y a plusieurs sujets qui m'intéressaient beaucoup, comme par exemple la génomique que tu avais un petit peu abordé dans un de tes bouquins. Sur notamment certains marqueurs génétiques qui peuvent te prédisposer à être plutôt fait pour l'endurance ou la force, ou à plutôt mieux métaboliser les lipides ou les glucides. Je trouve que, et justement, t'en as un petit peu évoqué plutôt dans le podcast en disant qu'il n'y avait pas de régime idéal. Le régime, il est spécifique, il est personnel, il dépend de toi. Donc j'aurais bien aimé aborder un petit peu plus cet aspect de la nutrition personnalisée et de toute cette question de la génomique qui est hyper large, que j'ai déjà d'ailleurs évoqué avec le docteur Mouton, notamment à propos de du gène ApoE, et de ce qu'il a impliqué en termes de préférence de régime plutôt cétogène, low carb ou végétarien, enfin bref. Donc ça aurait pu être un sujet passionnant. J'étais aussi intéressé par connaître ta vision du régime paléo aujourd'hui, du paléo moderne, et ce que tu fais réellement toi dans les faits après 15 ans, je sais pas exactement combien d'années d'études de la nutrition, d'études de tout ce qui peut se faire. Et d'expérimentation sur toi-même. Donc, quelles ont été tes conclusions personnelles et comment est-ce que toi tu t'alimentes? Mais bon, ça sera pour une partie 2. Donc, je vais tout de suite arriver aux questions de fin. Pardon, tu voulais réagir? C'était juste le teasing, ça. Ouais, c'est pas mal le teasing. Non, j'allais dire de toute façon l'histoire de l'alimentation différente en fonction des gens. Je veux dire, je sais pas, il suffit d'aller travailler dans une entreprise pendant quelques mois ou d'aller en salle de sport pendant quelques mois. Et tu vas vite te rendre compte qu'il y a un mec qui arrive, il a jamais fait de sport, c'est une armoire à glace, il prend la barre au développé couché, il fait déjà plus que toi qui t'entraîne depuis 2 ans. Quand vous passez à table, lui, il a déjà un peu de bide, et il mange hyper protéiné, vraiment c'est pas très énergétique, il y a presque pas de céréales, etc. Et toi t'es là avec une assiette de riz comme ça et on te demande comment ça se fait que tu prends pas du poids. Ouais. C'est évident qu'il y a des différences métaboliques entre les gens et il faut clairement en tenir compte. En tout cas, si on est dans cette démarche de bien comprendre comment fonctionne son corps et de voilà. Donc moi, typiquement, je suis ce que j'appelle un type N1 dans les livres comme Nutrition de la force. C'est que moi, je suis une machine à sucre. Donc tout ce qui est glucides, je vais le brûler. Je fonctionne très bien comme ça. Et je suis plutôt à la base plutôt un physique et des compétences en endurance, sport d'endurance, etc. Qui est paradoxalement plus ce que je préfère maintenant. Mais voilà. Mais c'est important de comprendre justement pour adapter en fonction de soi. Mais passons aux questions. Ouais, j'aurais plein de choses à dire sur le sujet, mais on va garder ça du coup pour la partie 2, parce que je vais exploiter de façon intelligente les 15 minutes qui nous restent. Tu vois, j'ai retenu 15 plutôt que 10. La première, c'est justement en tant que père, et tu sais que moi je le suis aussi, est-ce que tu as des conseils à me donner, ou en tout cas des choses qui te paraissent importantes de transmettre? Tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, tu vois, mais des conseils aux parents qui nous écoutent. Alors, de toujours frapper son enfant pour lui apprendre les choses. Il y a que ça qui fonctionne. Non, ça rentre pas. Exactement. Alors, est-ce que je suis bien placé? Ça sera le titre du podcast. Frappez vos enfants. Alors là, je suis sûr que je fais un buzz. Je pense que je suis pas bien placé pour donner des conseils d'éducation. Ce serait un peu présomptueux de ma part, en fait. Non, mais ton sentiment, ce que toi, t'as l'aboutissement de tes propres réflexions en tant que père. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que l'éducation des enfants ou le fait de devenir parent, je pense que tout le monde a ses idées là-dessus. En fait, il y a que quand t'es confronté au truc que tu mets à l'épreuve tes propres convictions pour voir si elles fonctionnent ou pas. Et puis il n'existe pas de méthode, à mon avis, aussi universelle. Chaque enfant est différent. Ça, c'est un truc aussi qu'on comprend que quand on est parent, en particulier à partir de 2 enfants. On a qu'un pour l'instant. Ouais. Donc, tu verras pour le deuxième. Parce que en fait, le truc, c'est que tu peux faire la même chose pour les 2 enfants
et ça ne donne absolument pas le même résultat. Ça n'a rien à voir. Non mais vraiment, je veux dire vraiment, ça n'a rien à voir, parce que on croit souvent que les enfants, surtout quand on n'a pas d'enfants, on croit que les enfants, c'est un petit peu des petites coquilles vides qu'on va remplir de ce qu'on va vouloir leur mettre dans la tête pour qu'ils soient un peu à l'image qu'on a envie qu'ils soient, c'est-à-dire la nôtre en général. En fait, ça marche pas du tout comme ça. Il y a des choses, il y a des traits effectivement, notamment des injonctions qu'on va leur inculquer. Donc les injonctions, je sais pas si tu connais ce genre de truc, mais c'est, tu sais, on a tous en fait inconsciemment, on a tendance à utiliser des mots ou avoir des comportements sans s'en rendre compte en fait, qui conditionnent des comportements. Genre par exemple un truc sociétal qui est très occidental, c'est fais un effort. On dit toujours à un enfant, fais un effort, t'arrives pas à faire tes devoirs, fais un effort, t'arrives pas à finir à manger, il faut faire un effort, etc. Et en fait, ça a un impact quand on grandit, qu'un enfant qui a été tout le temps mis dans la tête sur le fait qu'il fallait faire un effort, bah ça fait souvent des adultes qui ont tendance à avoir besoin de vivre une difficulté pour être contents de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils ont fait en fait. Ils vont avoir besoin de sentir qu'ils ont fait un effort pour se sentir récompensés de ce qu'ils ont fait. Et alors que c'est pas forcément nécessaire. Et donc les injonctions, il y en a plein. Hein. Il y a les injonctions très pernicieuses du genre, je sais pas moi, t'as des familles dans lesquelles t'as les parents qui vont dire oh non, faut pas parler de ça, ça m'angoisse, non, je veux pas savoir, on parle pas de ça, etc. Du coup, c'est des familles dans lesquelles il y a du silence, et ça donne ensuite des adultes qui ont du mal à exprimer leurs problèmes, et donc l'injonction, c'est la culpabilisation au fait de rendre malades les autres en disant les émotions qu'ils ressentent. Donc, ça fait des adultes souvent qui ont du mal à exprimer leurs besoins, par exemple. Donc tu vois, pour moi, l'éducation, c'est hyper vaste, c'est identifier nos propres faiblesses pour ne pas les reproduire. Moi, par exemple, je sais que j'ai un peu l'injonction fais un effort. Et donc, ma femme a la directive de me dire attention, faut pas le dire, pas trop souvent. En fait, essaye du coup, c'est bien rentré. J'ai réussi à vraiment recalibrer le truc. Et je dis pas à mon enfant tout le temps fais un effort quand il n'arrive pas à faire quelque chose. Je trouve un autre moyen de le dire, plus positif, etc., qui fonctionne. Donc bon, évidemment, c'est compliqué, mais c'est un petit peu ça. Non, moi je dirais ce qui est important, c'est de laisser de la place à l'enfant, de surtout pas vouloir le penser comme un adulte. Ça, c'est un truc que font beaucoup d'adultes, c'est-à-dire il faut que l'enfant il soit vite propre, il faut que l'enfant il sache vite marcher, il faut qu'il sache vite parler, il faut qu'il aille vite dormir dans sa chambre, il faut que il apprenne vite à manger solide. Moi je suis contre tout ça. Je considère que il y a absolument aucune raison qu'un enfant il aille vite pour faire tout ça parce que c'est naturel. Et ça c'est avec mes deux enfants que je fais ça. Donc mes deux enfants ils font de l'allaitement long. On n'a jamais poussé un enfant à aller dormir tout seul dans sa chambre, en l'occurrence. Donc en l'occurrence, on dort toujours à 4 dans une grande chambre, mais on a le grand qui a son propre lit. Mais c'est quelque chose qui est venu tout seul en fait. Il a voulu avoir son propre lit. Et la conséquence de tout ça, c'est que c'est un enfant qui ne fait jamais de cauchemar. Et ça a dû arriver une fois qu'il est venu dans le lit, mais il est juste à côté en fait. Donc du coup, les nuits sont plus sereines. Et je considère que pour sa chambre à lui, il aura son propre environnement, bah, ça viendra au moment où il me le demandera, parce qu'en fait, c'est quelque chose de naturel. Les enfants n'ont pas envie de rester toute leur vie collés à leur maman. C'est pareil pour l'allaitement, hein. Quand tu allaites tes enfants, t'as toujours des remarques. Quand tu fais un allaitement long, t'as toujours la dame qui n'y connaît rien, qui a donné le biberon et qui arrive et qui dit « Oh, mais il va peut-être prendre le sein jusqu'à ses 18 ans ». Ce qui est évidemment dit avec dérision, mais en réalité c'est une information très intéressante, c'est qu'effectivement il n'existe pas d'adulte à 18 ans qui tète sa mère. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui s'arrête naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer le truc. Donc c'est ma vision, hein. Tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont dire oui, mais le progrès c'est le biberon. Là je pourrais opposer plein d'arguments, mais non, je considère que ne pas adultiser les enfants, c'est quelque chose de très important. Et voilà. Et sinon, en ce qui concerne l'éducation, je disais en rigolant de les taper.
Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre une tarte, ça sert à rien. C'est pas efficace, quoi. Je comprends même pas comment on en est venu à ce qu'il y ait des familles qui tapent leurs gosses, parce qu'en fait, ça sert à rien. Enfin, à part peut-être sur certaines personnalités d'enfants, mais enfin, en tout cas, chez moi, ça fonctionne pas. Hein. Donc ça ne sert à rien de le faire, quoi. Ça fait juste, ça défoule les parents parce que parfois on est complètement à bout, on est épuisé, on n'en peut plus, et ça part tout seul. Mais à part ça, et ça ne crée pas une éducation puisque la seule chose qui se passe ensuite, c'est que l'enfant a peur. Donc s'il a peur, c'est pas vraiment, il fait plus quelque chose parce qu'il a peur de se prendre une gifle, c'est pas bon. Ouais, et puis je pense que jusque 4 ans ou 6 ans, les neurones miroirs sont notamment hyper efficaces, et donc en fait la meilleure façon de calmer un enfant qui ou de d'induire un comportement chez un enfant, c'est soi-même d'adopter ce comportement. Moi je vois ma petite par exemple, bon bah déjà si elle pleure ou des choses comme ça et que moi je suis calme, apaisé, bah elle va avoir tendance à s'apaiser. Et pareil, si je suis en train de faire quelque chose, par exemple que je m'amuse à faire de la quadrupédie sur une barrière, bah elle va vouloir essayer de faire de la quadrupédie sur une barrière, tu vois. Et donc l'exemplarité, je pense, est quand même une des voies d'éducation, en tout cas pour des très jeunes enfants. J'ai pas d'expérience pour la suite, très très efficace. Je trouve ça très intéressant ce que tu as dit sur les injonctions, parce que j'aurais été typiquement du genre à dire fais un effort et à minimiser peut-être la difficulté que peut ressentir l'enfant. Donc même si j'ai moins l'occasion encore de le dire parce que ma petite est encore toute petite, je pense que c'est quelque chose que je vais garder dans un coin de ma tête. On et est sur très cette nombreux à avoir le fais un effort. Hein. ah ouais, Fais bon un ça effort. va. Ouais. Et sur le fait de vouloir que son enfant avance plus vite que les autres, etc. En fait, ça répond juste à un besoin des parents de se rassurer lui-même et à une pression sociétale, une volonté de se mettre en avant. Tu vois, c'est un comportement vachement sérotoninergique, de représentation de ce que je suis et de ce que je revendique être, et de dire ah bah voilà, le mien il est meilleur que le tien, il a commencé à parler plus tôt, à marcher plus tôt, à faire ceci plus tôt. Alors que comme tu le dis très bien, l'enfant il avance à son rythme. Et d'ailleurs on le voit notamment avec les réflexes archaïques et ces 72 mouvements par lesquels les bébés sont censés passer pour intégrer correctement tous ces réflexes, et qui ont des conséquences sur le développement du cortex du cerveau, etc., de la motricité à tout niveau, enfin, et qui auront des conséquences sur tout le reste de leur vie. On le voit bien avec le drame des Yupala, là, c'est les trucs pour les aider à marcher. Et donc, je me perds, mais donc, tout ça pour dire que oui, voilà, ces 72 réflexes sont hyper importants, et donc, brûler les étapes et le faire marcher trop vite, c'est la meilleure façon de lui en faire perdre, avec potentiellement des conséquences négatives sur son expérience de vie future. Donc ouais. Normalement, après, je te demande quelles sont les routines et les hacks que tu utilises au quotidien pour te sentir plus heureux, plus en forme. Ça sera pour la partie 2, l'épisode 2, étant donné que c'est une question qui plaît pas mal. Je pense que c'est bien d'aller ça en teasing. Donc, je vais passer à la suite. Est-ce que tu aurais un petit défi à donner à nos auditeurs pour les 15 prochains jours? Quelque chose de simple qu'ils pourraient mettre en œuvre dans leur vie quotidienne à partir de demain. Alors je vais réfléchir, en même temps que je vais réfléchir, je vais sortir un petit proverbe qui je crois est sénégalais, qui dit un enfant bien porté, on le porte pendant 3 ans, un enfant mal porté, on le porte pendant 20 ans. Joli. C'était pour illustrer ce qu'on était en train de dire sur le fait de vouloir faire aller trop vite les enfants. Un petit défi dans les 15 jours. Soit quelque chose à faire tous les jours, soit une seule chose à faire un jour. Je réfléchis. Bon, pendant que tu réfléchis, je te lance sur la question suivante. Est-ce que quels seraient les 3 rêves ou 3 défis que toi tu aimerais réaliser dans les mois ou années à venir? Alors, pour la première question, si vous l'avez pas déjà fait, je vous recommande d'essayer de manger sans gluten, de faire juste le test. 2 semaines, Okay. En plus c'est pas mal comme durée de test, il n'y a pas besoin de le faire trop longtemps. Et de voir un petit peu au niveau de votre santé si vous observez quelque chose. Il y en a qui vont rien voir, mais il y en a qui vont voir beaucoup de choses. Donc c'est un test qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, quoi. Donc voilà. Ensuite, mes 3 rêves. Ouais, 3 rêves ou 3 défis que tu aimerais réaliser dans les semaines, mois, années à venir. Imagine que tu as une bucket list de choses que tu voudrais faire avant de mourir. Et ce serait quoi les 3 trucs là qui te viendraient à l'esprit? Ah non, j'ai absolument pas réfléchi. En fait, je suis très heureux dans ma vie, donc moi j'aimerais que ma vie continue comme ça. Bah écoute, c'est trop bien. Ça doit être le plus beau des rêves. J'ai pas de, j'ai pas grand chose. Voilà. Je suis un homme comblé.
Vraiment. Ouais, c'est génial. Ouais. Écoute, c'est la plus belle réponse que tu pouvais me faire. Juste, je fais une mini parenthèse sur le gluten parce que moi, tu vois, je pense pas être, enfin, j'ai pas de maladie cœliaque ou quoi que ce soit, tu vois. Et pour autant, justement, quand je suis passé au régime, quand j'ai testé un peu le régime paléo, etc., j'ai supprimé le gluten. Bon, en même temps que d'autres choses, donc c'est toujours multifactoriel, mais et clairement, je me suis senti beaucoup mieux, une meilleure digestion, moins de flatulence, etc. Donc alors que je pensais pas du tout avoir de problèmes spécifiques avec ça. J'ai toujours mangé des pâtes, du pain, j'avais jamais pensé avoir de problème. Donc ça vaut vraiment le coup de faire le test. Et donc je trouve que c'est une très bonne idée de défi. Donc merci pour ça, Julien. Bah, de rien. Le livre et le prochain invité que tu me recommandes, ça sera pour le prochain épisode. Où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter? Est-ce que tu peux rappeler rapidement le nom de ton laboratoire, de ton site, ce que tu fais? Alors, ton prochain invité, tu veux pas que je te dise tout de suite? Bah si, vas-y toi. Donc, si les auditeurs veulent qu'on termine, moi je veux bien. Non, mais sinon, moi je pense qu'il faut que tu invites Jean-Marc Jancovici maintenant. Ah ouais, ça serait énorme. Tu le connais personnellement? Non, mais bon, je le suis sur LinkedIn. Ok. Je pense qu'il y a Non, moyen. c'était juste pour savoir si tu pouvais mettre en relation, mais ouais, carrément, ça, j'aimerais beaucoup. Non, je peux pas te mettre en relation, mais je pense qu'il y a moyen. Ouais, Et ouais. sinon, c'était quoi la question? Où est-ce qu'on peut te suivre, lire tes travaux? Est-ce que tu peux rappeler un petit peu tes livres, le nom de ton laboratoire, de ton site? De toute façon, il y aura tous les liens qui seront dans l'article lié. Je vais faire un bel article avec les citations les plus importantes, le sommaire. Il y aura des photos de toi que tu vas avoir la gentillesse de m'envoyer, toutes les ressources dont on a parlé. Donc, ça va être un article assez riche lié à l'épisode. Donc, vous pourrez retrouver tout ça là-bas. Le plus simple, c'est d'aller sur mon site internet julienvenesson.fr et on peut regarder dans la partie qui suis-je, on peut retrouver un peu tout ce que je fais dans le domaine entrepreneurial et voilà, on peut retrouver les adresses de mes marques de compléments alimentaires parce que j'en ai plusieurs et voilà. Parfait. Et pour terminer, faisons écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast. Est-ce que tu pourrais me faire ton petit check-out? Qu'est-ce que tu as pensé de cette heure 36 partagée avec moi? Ah bah super, on n'a pas vu le temps passer, c'était très bien. Ah, tu vois que j'avais raison de prévoir beaucoup de temps. Ouais. Toi qui avais peur de pas savoir quoi dire. Bon écoute, moi, je vais te laisser aller chercher ton fils. J'étais ravi également de cette discussion très très intéressante. J'ai déjà teasé un peu ce dont on pourrait parler dans la partie 2. Il y a aussi un autre sujet que j'aurais voulu aborder avec toi. C'est tout ce qui est un petit peu, c'est toi qui m'as donné l'idée au début du podcast, tout ce qui est stress hormétique et notamment avec l'alimentation, parce que on l'a déjà évoqué potentiellement avec le froid, avec la respiration, avec le sport. L'évoquer un peu sous l'angle de l'alimentation, je l'ai moins fait, et donc je pense que ça peut être un sujet aussi très très intéressant. Donc voilà, je vous laisse vous dire si vous voulez qu'on se revoie, et puis sur ce, je te souhaite une très belle fin d'après-midi. Au revoir. Bye bye. Salut.